Ça te vient d'où cette envie de liberté là? D'avoir été dehors et d'avoir le temps. À ce point? Ouais. Convaincu? Ouais. C'est ça? Convaincu, convaincu. Ça t'a ouvert les chakras ou... Non mais limite quoi, tu vois. Je dirais pas ouvrir les chakras, mais il y a une sorte de fascination pour le vivant qui s'est installée et qui encore plus cette année, là maintenant 2023. Quand tu fais pousser des trucs et que tu vois toute l'énergie déployée juste par une petite graine pour te produire autant d'abondance en fin de course, c'est juste incroyable. Le vivant, le microscopique est incroyable. Exécuté par qui? Fabrice Florent. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès. Chaque jeudi à partir de 6h du matin, je retrace avec une ou un invité son parcours de vie qui l'a amené à son succès depuis la petite enfance jusqu'à aujourd'hui. Je suis Fabrice Florent, je produis des super podcasts d'interviews et de discussions. En tout cas, moi, je les trouve super. Et je crée des contenus. Je fais parler des pères de paternité, des mères de maternité, des gens de leur rapport au succès. Je prends des mecs entre quatre yeux pour leur parler de masculinité. Je fais causer des gens de leur rapport à l'argent et de plein d'autres thèmes que je vous invite à découvrir en allant sur mon site fabflorent.com. fabflorent.com. Si vous aimez cet épisode, vous pouvez aller écouter la bande-annonce du podcast pour en découvrir plus sur mon travail et mes autres podcasts. Si vous aimez mon travail, vous pouvez m'offrir un cadeau en échange en me soutenant financièrement et ainsi me donner un peu plus de sérénité en vous abonnant par exemple à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent sonnant et trébuchant. Allez dans les notes du podcast ou en allant sur fabflorent.com, fabflorent.com, donc vous y trouverez toutes les infos. Enfin, si vous aimez ce podcast, vous pouvez vous y abonner, mettre un chouette commentaire et 5 étoiles au podcast sur votre application de podcast préférée et surtout, partagez cet épisode et ce podcast autour de vous s'il vous a plu. Je suis sûr que vous connaissez des gens que mon travail pourrait intéresser. Vous pourrez également venir commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord. Alors Discord, c'est un petit logiciel génial que je vous invite à découvrir, qu'il faut installer sur votre téléphone ou votre ordi. Vous pouvez également me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux. Vous pouvez vous abonner à ma newsletter et vous trouverez toutes ces infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Un grand merci d'avance et bonne écoute à vous. Merci Jigmé. Merci à toi, Fabrice. De venir à mon micro. Jigmé, t'as une longue carrière en fait, dans l'air de rien, dans l'audiovisuel maintenant. Un petit peu là. Ça fait 10 piges, non? Ouais, ça va faire 10 piges. Non, ça va faire 11 piges cette année. Non, ça fait 11 piges même maintenant. Là, ouais, aujourd'hui. Ouais. C'est le mois de juin. Incroyable. Ouais. Donc aujourd'hui, en fait, comment tu te décrirais, toi? T'es vite. Enfin, c'est compliqué, hein. Oh, si je mets plein de slash, ouais, c'est ça. Passer. Vas-y, mets plein de slash. Je fais toujours de la création de contenu sur Internet, donc je bosse dans la prod audiovisuelle, je fais des vidéos techniquement, un peu de photos, même si j'en fais un petit peu moins. Je fais de la cuisine. Et je fais du potager aussi. J'allie un peu les deux. J'allie les trois même du coup. Ouais. Je fais pousser des 2-3 bricoles dans mon jardin et je les cuisine et je filme tout ça. Waouh. Voilà. Et t'as eu une carrière de, on va dire 5-6 ans, c'est ça? Sur 6-7 ans même sur YouTube avant? Ouais, ça doit être ça parce que j'ai commencé le 12 juin 2012 exactement. On en est pas loin au moment où t'enregistres. Ouais. Et du coup, je crois que ma dernière vidéo, elle date d'il y a peut-être 2018 ou 2019, si je ne m'abuse, 2018 peut-être. Et donc t'as créé ça t'as créé ces vidéos, t'as fait vraiment plein de trucs pendant 6-7 ans et t'as décidé de tout arrêter. Quasiment du jour au lendemain en fait, hein. Ouais. T'as plus rien reposté depuis? Non, j'ai plus rien reposté. J'ai continué de poster sur mes autres réseaux. Mais sinon, ouais. Après, ça a l'air, très soudain et brut comme ça. Mais comme j'avais d'autres activités sur d'autres chaînes YouTube et sur d'autres thématiques, je pense qu'effectivement, il y a pas mal de personnes qui ont dû se dire, putain, il a tout arrêté du jour au lendemain. Alors qu'en fait, non, j'ai continué d'autres choses ailleurs. On va dire, j'ai laissé un bac à sable pour un autre bac à sable et s'amuser à faire d'autres choses, quoi. T'avais 2 millions d'abonnés, enfin, t'as toujours 2 millions d'abonnés, en fait, parce qu'ils existent toujours. Ça a dû baisser un petit peu. Oui, grosso modo, oui, il y a une chaîne inactive. Donc, t'as une chaîne inactive qui est là et qui bouge pas, je crois que, en fait, aujourd'hui, alors, tu vas peut-être me dire, je crois qu'en fait, si tu donnes
n'importe quel youtubeur 2 millions d'abonnés aujourd'hui, il est là, moi je prends ces 2 millions d'abonnés. Bah probablement, ouais. Et toi, t'as décidé juste de les laisser dans un coin et de faire, je vais plus vous envoyer de trucs, quoi, ça me va. Pour l'instant, on sait jamais. Ouais. Peut-être que je referai des trucs, mais bon, c'est pas du tout à l'ordre du jour parce que j'ai priorité aux légumes. Les légumes n'attendent pas. Non, mais c'est clair. À chaque fois, on me demanderait quand est-ce que tu fais des vidéos. Et je dis non, j'ai trop de trucs à faire, potager, machin. Vraiment priorité à ce que je fais pousser. Les gens à chaque fois ils hallucinent. Ouais. Ouais, mais t'as switché, t'es reparti vivre à la campagne là, il y a 2-3 ans, c'est ça? Ouais, juste après la fin des confinements, grosso modo fin 2020. En décembre 2020, j'ai emménagé dans mon terre natal, voilà, en Dordogne, là où j'ai grandi. Je suis né, j'ai grandi en Dordogne. Incroyable. Ouais. Et donc t'es devenu agriculteur. Ouais, paysan. Parce que t'as un énorme terrain. Tu dis que tu fais pousser des potagers, mais t'as plus de 3 hectares, c'est ça? Ouais, 3 hectares 5, ouais. Et il y a plus grand, évidemment. Mais... Et comme j'ai un peu la sensation, on se connaît pas, mais que t'es un peu du genre intense, t'as décidé de pas faire les choses à moitié et t'as planté mais des milliers de trucs, quoi. Ouais, sincèrement, il y a moyen de faire beaucoup plus grand encore. Ouais. Mais j'y vais progressivement d'année en année, et je sais que la première année, il y a rien eu dans le potager. C'était vraiment à partir de, en gros, 2021, il s'est rien passé. C'est 2022 où j'ai commencé. J'ai presque l'impression que c'était le temps de semer la graine et de s'enraciner sur place. Ouais. Et de commencer à attaquer l'extérieur, on va dire. Incroyable. Ben merci. Non mais et puis donc aujourd'hui tu postes sur Insta et sur TikTok surtout, c'est ça? C'est ça. T'as complètement mis de côté la vidéo horizontale. Il y a plus. Il y a plus. Non, c'est terrible parce que je suis sûr là, l'ancien moi qui ne jurait que par le 16/9 serait outré de voir ça. J'étais dans cette. Ah ouais, non mais. Comment ça, une vidéo verticale, c'est n'importe quoi. Filmé au téléphone en plus. Non mais quelle honte. Du coup, j'ai du matos audiovisuel qui dort un peu parce que je l'utilise pas pour ces vidéos. Et la prod au téléphone est quand même, regarde, hein. Bah oui. La prod au téléphone est quand même vachement, ça facilite tout, quoi. Bah oui. Et c'est moins lourd à gérer, c'est moins lourd à porter, à dérocher, etc. Et non, maintenant c'est vertical parce que je me suis dit, tiens, je vais faire un autre exercice. Parce que le 16/9, alors, forcément, je vais en refaire un jour. J'imagine que YouTube, je referai des vidéos, mais peut-être dans quelques années. Et peut-être sur des thématiques qui me parlent plus, pas forcément sur l'humour, mais sur potager et cuisine. Once again. Voilà, ouais, exactement. Mais du coup, non, l'exercice vertical était assez marrant. En fait, j'ai essayé ça, je me suis dit, en fait, c'est fun. Je disais, je trash talkais là-dessus, et finalement, ouais, c'est marrant, quoi. Il y a que les cons qui changent pas d'avis, quoi. Exactement. Un peu. Ouais. Et puis. Pourtant, je peux être con, hein, des fois. Non, alors on l'est tous, hein. T'inquiète pas. Oui, forcément. Mais aussi, surtout, j'ai l'impression que ça doit te faciliter grandement la vie. De ce fait-là, tu filmes toi-même. Ouais. Tu ne te filmes plus, ou quasiment plus. C'est ça. Tu filmes beaucoup, alors, tes plantes, tes légumes. Comment je les cuisine. Tu les cuisines, etc. Et j'imagine que pour toi, c'est aussi vachement plus simple. Et ça peut-être, on va en parler, mais ça t'a un peu allégé la vie aussi d'avoir peut-être moins de gens employés, moins de charges, et que tu fais tout seul. Totalement. Tu fais tout seul aujourd'hui. Je fais tout seul, ouais. Wow. Il y a certains, alors pas mes montages forcément, mais certains montages quand, par exemple, des productions en marque blanche pour des entreprises, etc., Là, parfois, ça m'arrive de déléguer certains montages. Mais sinon, tout ce que je produis en fait sur mes réseaux, c'est vraiment pour le coup du fait maison. Ouais. T'as plus de réalisateurs, réalisatrices, non. ouais. Plus personne, plus de cadrage, plus rien. Voilà. Genre one man à job. l'ancienne, on va dire. Exactement, c'est ça. C'est un peu un retour aux sources quelque part parce que YouTube, quand j'ai commencé, c'était ça. Oui. Hein. C'était à la débrouille, mais sauf que maintenant, c'est à la débrouille avec quand même une certaine expérience acquise et du matériel qui a été, on va dire, maîtrisé au fil du temps. Ouais. Voilà. Donc 10 ans d'expérience feront toujours la différence. Hein. Oui. Ah oui, ça c'est clair, rien à voir avec les débuts. Pourtant, pour un début, j'avais quand même bien approfondi le sujet, je m'étais énormément auto-formé pour le coup. Et je pense que la première vidéo que j'ai sortie, bon, on la regarde maintenant, c'est mignon, c'est ridicule, mais... C'était sur les clichés sur les Asiatiques, c'est ça. Et pour une première vidéo... Personnellement, je trouve sur la partie vidéo, on parle pas de l'audio. Mais sur la partie tu mâches un peu tes mots. Ouais. Ah non, c'est clair. Et puis même la prise son dégueulasse. Enfin voilà. Mais un grand classique quand on commence. Ah ouais. Moi, j'arrivais de la photo, tu vois. Donc on va dire que le cadrage, ça va.
Mais alors l'audio, Non mais les gars, si vous vous lancez dans la vidéo, vraiment soignez votre son parce que en fait c'est 90% des gens de ce que les gens entendent quoi. À la limite, vous avez une super image, c'est super, mais effectivement, le son, c'est dégueulasse, tu te barres. tu restes 3 secondes, tu dis je n'entends rien. Voilà, Allez, c'est ça. c'est super beau, mais je comprends rien. Allez, salut. Donc ouais, c'est vrai que t'as upgrade, mais c'est marrant parce que en plus je trouve que dans ta première vidéo qui date de 2012, donc c'est ça, il y a un peu une vibe bref. C'est très marrant parce que Bref était sorti, je crois, l'année d'avant. Ouais. Il y avait ce montage un peu dynamique pour le coup que je trouvais vachement cool. Ouais, c'est ça. Et je me souviens que tout le monde à l'époque faisait du podcast face caméra. Ouais. Et je me suis dit en fait non, j'ai pas envie de faire ça. Tout simplement parce que de manière générale, je n'aime pas forcément faire comme tout le monde, même si des fois j'y viens, tu vois. TikTok, je me refusais d'y aller et j'y suis comme un gros bêta, mais parce qu'il y a des super opportunités de créer. En plus, c'est carrément génial. Et en plus de ça, je me suis dit non, si je fais de la vidéo, je veux essayer de faire un truc joli avec des plans un petit peu léchés et qui est du challenge. En fait, pour moi, il faut qu'il y ait un petit peu de challenge. Ouais. Donc je me suis dit, pour moi, le challenge, c'est de faire une vraie vidéo, une fiction entre guillemets. Et c'est vrai que Bref, pour le coup, a redéfini tous les codes de production de contenu un peu dynamique et bien écrit, bien narré. Et c'était très inspirant pour le coup. Ouais. Bah oui, je me doute. On va reparler de tout ça. Hein. On va parler aussi de comment t'en es venu à te lancer sur YouTube et comment tu finis par regarder des légumes pousser, parce que finalement, j'allais dire, c'est pas non, ça serait vraiment réducteur de dire c'est ton job d'attendre que ça pousse, parce que vraiment, il suffit de se suivre un peu sur Insta et sur TikTok pour voir que c'est beaucoup de travail. Oui. C'est même limite beaucoup plus de travail que juste que de la prod. Une vidéo par semaine, quoi. Oui. Dans ta chambre et machin. Oui. Ça a l'air d'être vraiment beaucoup de taf. Oui, mais c'est plus satisfaisant. Tu vas m'expliquer aussi pourquoi. Ouais. Mais avant ça, la première question que je pose à tous mes invités, c'est à quoi tu ressemblais quand tu avais 7-8 ans? J'avais peut-être l'air un peu plus asiatique, peut-être les yeux un peu plus étirés. Ah bon? Beaucoup de cheveux, ouais, beaucoup de cheveux. Je suis né avec beaucoup de cheveux. Mais non, j'ai envie de dire, tu prends juste le thé ici, les yeux, le nez et un peu la bouche, et tu le mets sur un mini moi, on va dire, et je ressemblais à ça. Avec les yeux un peu plus étirés, un peu plus profonds en couleur, enfin en noir du coup. Ouais. Et voilà. Tu perds ton asiatitude en vieillissant, tu crois? Ouais, j'ai l'impression. Ton métissage, peut-être, ouais. Quoi que je suis en train de peut-être de le retrouver et de me refaire un beau bronzage agricole dehors là, donc je reprends des couleurs. Ok. Et sinon, en termes de personnalité, à quoi tu ressemblais? Petit, toujours plutôt discret, assez réservé, parfois peut-être un peu espiègle. Vraiment cet adjectif. Moi ça me fait penser à Candy, pardon, le dessin animé. Un peu d'astuce, espièglerie, c'est la vie de Candy, quoi, tu vois. Si tu me dis espiègle, je pense à Candy. Je suis bon, très bien. Oh merde. Non, c'est bien. Je m'imagine très bien espiègle. Et toujours très concentré et intéressé et tranquille, de manière générale tranquille. Ça a toujours été ça. Et tu l'as encore aujourd'hui, t'as l'impression? Ouais, maintenant, ouais. Ah, d'ailleurs, c'est marrant, parenthèse, il y a plein de gens qui disent « Ah putain, t'es pas comme dans tes vidéos ». J'ai non, dans les vidéos que je faisais à l'époque sur YouTube, je faisais le con, quoi. Ouais. Je faisais le con, c'est un rôle, quoi. Même si des fois, je peux être comme ça sur des coups, mais c'est plus pour déconner. Mais sinon, de manière générale, je suis plutôt tranquille. Mais donc, t'arrives à jouer ce personnage un peu speed Ah oui, sans problème, sans problème. Et de faire le con. Mais c'est pas ta nature profonde. Non, c'est pas. Alors d'ailleurs, ça, je parlais de personnes que ça intriguait, et ça commençait par une de mes tantes qui est psy et qui ne comprenait pas. Non mais je ne comprends pas que. Et tu es schizophrène. Voilà, c'est limite ça, quoi. Tu es une double personnalité. Ouais. Ah merde, c'est vrai à ce point? Ouais. Okay. Mais de manière générale, non, je suis tranquille, posé et concentré, on va dire. Ok. On a tous des facettes, hein. Oui. Et sans doute tu faisais exprimer ta facette de bon con dans tes vidéos, quoi. Ouais. Ouais, tu l'as toujours un peu là. Je peux l'avoir. Tu la dissémines. Ouais, je peux l'avoir. Dans un. Oui, ça se sent. Voilà, mais maintenant sur les contenus que je fais, c'est vraiment c'est tranquille, c'est les légumes qui font les cons, voilà. Et les légumes, on sait à quel point c'est des gros déconneurs. Voilà. Ok, donc plutôt chill. Comment ça se passe ton collège? Collège, ah ouais, lycée, tu passes quoi. d'enfance à collège. Ouais, 7-8 ans, ouais.
Alors moi, j'ai grandi à la campagne. Vraiment, je suis né à Sarlat et j'ai grandi en Dordogne. Ouais. Dans le Périgord noir, donc quel beau pays. Ouais, c'est très mignon. Après Sarlat, ça reste quand même très touristique. Oui. Mais le Périgord noir, donc le Périgord dans lequel se trouve Sarlat, est très joli, beaucoup de forêts. J'ai pas envie de dire mystérieux, mais c'est toujours associé un peu à la truffe, au cèpe. Il y a un truc d'ailleurs lié à la nourriture aussi, particulièrement dans ce Périgord. Et donc j'ai grandi là. J'étais au collège à Montignac, donc Montignac, la ville de Lascaux. Et j'étais le seul asiate dans le collège. Et d'ailleurs en primaire, pareil, je crois que j'ai toujours été le seul asiate. Incroyable. Ouais, vraiment à la campagne. Donc non, le collège s'est bien passé. J'étais bon élève. En fait, j'ai toujours été bon élève jusqu'en 5e. Ok. À partir du moment où j'ai réalisé que l'école, je m'en foutais un tout petit peu. Ok. J'ai un peu lâché, en fait. Jusqu'en 6e, j'étais à, je sais pas, peut-être 17 de moyenne. J'étais toujours super bon élève. Et en fait, en 5e, je crois que le déclic, dans le mauvais sens pour le coup, c'était sur un cours de maths où il y avait des équations et le prof, moi, je comprenais pas à quoi ça servait, quoi. Et le prof n'a pas su expliquer concrètement. C'était vraiment un vieux de la vieille. Et t'as posé la question chiante de monsieur, à quoi ça sert les maths, c'est ça? Ouais, grosso modo, c'est ça. Ouais. Et puis, j'ai pas compris. Enfin, à quoi ça sert les maths? Bien sûr que ça sert, mais à partir du moment où je ne vois pas l'utilité dans mon quotidien, même si j'étais en 5e, donc j'avais 12 ans, et ben, je me suis dit, mais en fait, je m'en fous, quoi. À quoi ça sert? Si je peux même pas comprendre à quoi ça sert, pourquoi le faire? Oui. Et en fait, j'ai surtout réalisé que je pouvais quand bien même passer à la classe supérieure en faisant beaucoup moins. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, je suis passé de très bon à très moyen parce que je savais que je pouvais arriver à être très bon et j'avais surtout envie d'être tranquille, quoi. C'est surtout ça. Qu'est-ce que tu faisais de ce temps alors? Moi, je dessinais beaucoup. Je jouais aux cartes Magic à l'époque. Oh là là, un bon nerd. Ah, grave. Ah oui, très. Je jouais aux jeux vidéo, évidemment. J'avais une Super NES. Puis à l'époque, j'avais une PS1 pour le coup. Bah oui. C'est la première PlayStation. Je revisualise. Je faisais beaucoup de modélisme aussi, beaucoup de peinture. Je faisais des miniatures 1/35e Seconde Guerre mondiale. Ouais, c'était très nerd encore. Bah oui. Mais non, je faisais plein de trucs et je dessinais beaucoup. Il y a très longtemps, je voulais être dessinateur, illustrateur. Mais je ne l'ai pas fait. T'étais enfant unique, c'est ça? Ouais. Donc, vraiment ce truc de s'occuper tout seul et de... ça, ouais. Je jouais beaucoup au Lego, même si en 6e, 5e, c'était moins le cas. Mais j'ai été enfant unique pendant 19 ans. Moi, j'ai une petite sœur maintenant qui a 14 ans. Ok. On a 19 ans d'écart. Ouais. Ouais. Mais du coup, voilà, l'école, en fait, j'ai vraiment lâché pour me dire, bah en fait, ça va, c'est simple, quoi. Donc, pourquoi se démener alors que je peux faire moins, passer quand même et être vraiment tranquille. Donc c'est à peu près ce que j'ai fait. Donc en maths quand même, ça m'a valu quelques engueulades avec mes parents. Tes parents font quoi? Mes parents à l'époque ils étaient vendeurs de fromage sur les marchés, donc je les aidais déjà certains week-ends. Ok. Je commençais à bosser, j'avais 11 ans et je faisais un billet de temps en temps les week-ends avec eux, quoi. Mais tu filais des sous? Et je faisais un petit peu de sous, voilà. Je commençais déjà à bosser, à connaître ce que c'était que le travail. Et surtout, sur les marchés, tu te lèves hyper tôt, t'as les mains dans le fromage, il fait froid, il y avait un truc, je vais pas dire à la dure, parce que c'était pas forcément le cas, mais tu mets un pied dans le monde du travail d'adulte, quoi. Quand t'es en 11 ans, t'as pas forcément envie de faire ça. Ah, pas du tout. Ah voilà. Non, je préférais parfois rester vraiment à la maison et jouer à l'ordinateur ou... Tes parents t'obligeaient alors? Non, mais ils suggéraient, mais à partir du moment où j'ai compris que je pouvais gagner un petit peu de sous et après me payer des trucs, je trouvais ça cool, quoi. Ok. Et puis en plus, j'ai appris à aimer le fromage parce qu'au début, moi, j'étais vraiment en mode manger que des Babybel et des Kiri. Et au fur et à mesure, mon palais... Tes parents devaient s'étrangler, quoi. Ah, légèrement, ouais. Et je suis passé Emmental, Cantal doux, et maintenant, moi, j'aime que les vieux clacos en mode du Munster, du vieux Lille, des trucs bien chargés. Là depuis... Voilà. Le palais s'est bien développé. Tes parents ont fait quoi comme études? Oh. Non, mais il y a ça aussi. Ouais. Est-ce qu'ils t'ont poussé parce que justement ils se disaient... Oui, totalement. Mes parents n'ont pas fait d'études. Ils ont même pas fait d'études du tout. Ils ont plus été projetés un peu dans le monde du travail, même assez tardivement. C'était l'époque où on pouvait se permettre un peu de papillonner à droite à gauche, d'un boulot à un autre, et sans trop je vais pas dire responsabilité, mais on va dire c'était peut-être plus simple en fait. Et ils ont commencé à travailler très tardivement.
Et pour le coup, en fait, ils ont toujours voulu que je fasse des études, et je me souviens encore de mon père et qui ressasse la même chose d'ailleurs à ma sœur actuellement. Il faut faire des maths, c'est hyper important, genre t'auras un super job, faut des diplômes, etc., etc. Et chose qui, je pense, était vraie à leur époque, qu'il était encore un peu à mon époque aussi, et qu'il est peut-être un peu moins à l'heure actuelle, parce qu'à mes yeux, ça n'engage que moi, le niveau a réellement baissé drastiquement, parce que je vois les cours de ma sœur, et même comment c'est enseigné, quelles que soient les matières, je me dis non mais c'est terrible quoi, c'est terrible. Et pourtant, elle est dans un lieu privé quoi. Ah ouais. Et tu te dis ah ouais d'accord, ok. C'est chaud, c'est vraiment chaud. Donc mes parents m'ont toujours poussé vraiment à faire des études, et évidemment je ne les ai pas écoutés. Normal. Là j'ai fait on va y venir après, mais je suis allé en études supérieures, mais pareil j'ai arrêté en cours de route quoi. Et tes parents oui c'est ça, tes parents te poussaient pour que t'aies un vrai métier entre guillemets. Ah oui totalement. On va y revenir, mais à mon avis. Ouais. Clairement. Ah ouais, non, c'était hyper important. Et mon père me présentait l'exemple d'un de ses amis qui a un super job parce qu'il était super bon en maths, et que maintenant il est vraiment demandé, et que voilà, genre ça lui a changé sa vie quoi. Et il me disait ça pour que je sois bon en maths, sauf que j'ai jamais été bon en maths. Ouais. Ton père avait un peu ce fantasme, c'est ça, il faut que tu réussisses, que tu aies un vrai métier, etc. C'est important pour lui. Et particulièrement les maths, j'insiste bien dessus. Mais pourquoi les maths Mais parce qu'il avait toujours cet exemple de son pote qui était excellent en maths et qui a pu faire docteur, et puis après qui est parti sur d'autres types de métiers où vraiment il gagne très bien quoi. Ok. Et pas du tout pour moi. Mais si j'ai bien compris, donc ce qui se passe après pour toi, c'est que tu finis par faire tu passes ton bac, c'est ça? Tu passes un bac. Ouais, bac. Alors littéraire pour le coup, tu vois, les maths, ciao. Ouais. En fait, moi j'ai fait vraiment le cursus très classique collège-lycée. J'ai changé, alors ce qui était assez marrant, c'est que j'ai changé de collège, j'ai fait 6e, 5e, 4e à Montignac, et après en 3e, comme c'était plus simple pour mes parents au niveau travail que je sois à Périgueux, je suis parti à Périgueux, donc là chez tous les potes en 3e. Ça c'est dur. Ouais, ça c'est chaud. En 3e, c'était genre le stranger, qui plus est asiatique, tu vois. T'étais encore le seul. Encore, oui. Ça te faisait quoi en fait d'être le seul asiatique dans tout le bahut? Je sais pas, je m'en rendais pas forcément compte. J'étais le seul qu'on traitait de chinois, donc au moins c'était simple. Ma petite particularité. Ouais. Mais non, mais avec du. Tu réagissais comment à ce racisme ordinaire en plus qu'on imagine bien dans la campagne quoi? Ouais, la campagne c'était sympa. Je réagissais plutôt bien parce que ça m'affectait pas tant que ça, mais je me souviens que j'avais foutu quelques balayettes à des gamins de mon âge quand j'étais en primaire quoi. Je me souviens d'un, d'ailleurs, c'était le fils de la dame qui nous surveillait, pour le coup, à la récré. Et je me souviens qu'il m'avait insulté et tout. Et en fait, à un moment, j'ai fait un énorme croche-patte. Il s'est vautré, il a chialé. Ah oui, donc, il allait se plaindre à sa mère. Sa mère est venue pour m'engueuler. Je lui ai dit, non, mais il m'a traité de chien et machin. Et en fait, c'est lui qui s'est fait engueuler. Good. Donc, voilà. Donc, non, toujours un peu, je me suis toujours un peu battu par rapport à ça. Et plus ça allait, moins j'étais emmerdé. C'était vraiment quand on était gamin. Une fois que t'as foutu 3 balayettes, peut-être, ouais, je suis rentré dans le cliché. Je faisais du karaté en plus. Ah oui. Voilà, tu vois, vraiment cliché. T'es un Bruce Lee, merde. Voilà. Aller jusqu'au bout. Voilà. Mais donc voilà, le lycée. Après, moi, je suis allé vraiment en section littéraire parce que c'était pas possible pour moi. Les maths, je m'en foutais royalement. La physique, chimie, ça m'intéressait pas tant que ça. Et j'étais plutôt bon en langue. J'avais des facilités en anglais parce que mes parents avaient toujours eu des amis anglais qui traînaient dans le coin. Alors eux ont un accent vraiment franglais terrible. Mais par contre, j'ai toujours entendu des Anglais parler autour de moi, donc j'avais déjà l'oreille peut-être un peu faite. Et je comprenais vite fait certains trucs. Et disons qu'il y avait des facilités en langue. Et puis après, baratiner en philo ou en littérature, j'ai trouvé cet exercice relativement facile. Et donc pour moi c'était la voie de la facilité, la section littéraire. C'est ce qui me parlait le plus. Ok. Donc je crois qu'on était que 3 ou 4 mecs dans la classe classique, j'ai envie de dire, pour les sections littéraires. Et j'ai fait donc bac L, je l'ai passé, mention bien. Je me suis un petit peu bougé le cul pour le coup. C'était cool. J'ai eu un 18 en philo qui m'a bien remonté la moyenne comme il fallait. Beau gosse. Ouais, alors que à l'année je tournais à 9-10, tu vois. Oui.
En fait, j'ai fait tout ce que je ne voulais pas faire à la base parce que pour moi, l'exercice de philo, c'était un exercice personnel, j'ai envie de dire. Et la prof allait dans ce sens, elle dit non, mais surtout ne recrachez pas tout ce que vous savez, etc. Moi, je faisais un truc à ma sauce et je me tapais des 9 et des 10. Et en fait, au bac, j'ai fait, tu sais quoi, je vais dégobiller tout ce que j'ai appris, le maximum de références. Je vais faire bêter méchant et voilà, 18. Tu vois, c'est une leçon de vie assez triste finalement. Ah, c'est ça, tu te dis, ah ouais, tout ça pour ça, quoi. Putain. Tu fais quoi comme études après? Tu fais des langues, c'est ça? Tu fais des études de langue? Je suis passé en LEA anglais-chinois à Bordeaux. Donc, à la base. Au chinois, donc. Ouais, exactement. Même si je suis tibétain. Oui, à la base. En fait, je voulais aller en langue. Alors, je voulais aller en LEA anglais-allemand à la base. Sauf que je n'étais pas germaniste. Quelle idée. Et ouais, parce qu'à l'époque, ma première copine était germaniste. Ok. Et je voulais même d'ailleurs intégrer faire une prépa, Cagnes-Hippocagne. J'ai été refusé parce qu'à mon avis, les notes n'étaient pas suffisantes. Et surtout en espagnol où j'étais une catastrophe. C'était vrai. J'étais très bon en 4e, alors tout d'un coup, je suis allé en 3e, je me suis retrouvé dans une classe de cons, j'étais parmi les cons, et la prof était pas aidée par tous ces cons, donc c'était terrible, quoi. Donc le niveau a chuté en espagnol. C'est terrible, en fait, tu vois, de se rendre compte après coup qu'on se ferme des portes au collège, quoi, tu vois. Ah oui, c'est clair. Mais après, après, ça te ferme des portes, il y en a d'autres qui s'ouvrent, quoi, tu vois, mais... Totalement, oui, totalement. Et puis, une langue, ça peut s'apprendre plus tard. Ça, c'est pas gênant. Non, mais je veux dire pour, tu vois, rentrer à Cagnes, par exemple, quoi. Oui. Non, mais j'aurais été triste là-bas. C'est la prison. T'es sûr? Sûr et certain. Avec du recul, je pense que, à mon avis, première année, je me serais dit, mais qu'est-ce que je fous là, quoi? C'est quoi cette vie? C'est pas ça que je veux faire. Tu voulais y aller pour suivre ta meuf? C'est ça? Oui, j'ai envie de dire. Et aussi parce que je savais pas trop où je voulais aller au niveau études. Franchement, suivre sa meuf, c'est une bonne motivation quand tu sais pas trop où tu vas aller. Ouais, mais je crois que c'était après en deuxième année, on est en des séparations, voilà. Donc merde, qu'est-ce que je veux décider de faire pour moi tout seul maintenant? Voilà. Je l'ai plus là. Non, mais du coup, en fait, je suis allé en langues étrangères appliquées, anglais-chinois parce que donc germaniste je pouvais pas parce qu'il fallait des bases et je n'étais pas germaniste. Il y avait anglais-japonais et je me suis dit ouais, japonais, bon c'est cool, mais je me suis dit chinois c'est peut-être plus porteur. Et j'ai fait anglais-chinois et c'était très très cool ces 3 années parce que c'était licence. On avait un directeur du FR qui était absolument incroyable. Il était pas chinois du tout, totalement français, vraiment le vrai du coin. Tu peux le mettre dans n'importe quelle région française. Tu te dis ah ouais, tu lui mets un béret, c'est un mec du coin. Et il parlait chinois, mais il parle toujours, j'imagine, avec une excellence. Et vraiment, ces années d'apprentissage de chinois ont été très très chouettes. Toutes les matières autour, bof. Mais pour le coup, c'était 3 très belles années où j'ai rien foutu du tout, si ce n'est en chinois. Putain, ok. Ouais. Pareil, tu vois, même constat en fait. J'ai réalisé que il y a certains cours où je pouvais ne pas y aller, les préparer de mon côté, faire des recherches de mon côté tout seul, et j'allais beaucoup plus vite comme ça. Il y avait des cours en amphi où on était en amphi 2 ou 4 heures, et j'écoutais le prof parler, et surtout, je me souviens, en civilisation anglaise, il avait un accent à chier, le mec. Hello. Ah ouais, non, mais c'était trop Hello ça. Everybody. Le cours de civilisation était en anglais. Mais il parlait exactement comme tu viens de parler. Avec l'accent, le bon accent français. Ah non, mais c'est clair. Et je me souviens vraiment cette phrase, il dit, the frontier is not a line, it is what is beyond the line. Et t'écoutes ça, il parlait de la conquête de l'Ouest ou je ne sais quoi, et t'écoutes son accent, tu te dis, mais pareil, mais qu'est-ce que je fous là, quoi? Un fan de Jean-Pierre Raffarin, peut-être. Exactement. Ou peut-être de Hollande aussi. De Hollande aussi. The good, what to do. Et non, mais je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là? Il avait sûrement plein de connaissances, mais je me dis, c'est pas possible de mettre des profs comme ça avec un accent, on nous habitue pas l'oreille correctement. Donc en fait, les cours de civi, moi, je les faisais vraiment à la maison, je préparais des trucs. Et surtout, j'allais dans d'autres amphis, j'allais avec des potes qui étaient en espagnol. Et je me mettais dans leur amphi et moi, je bossais mes cours de chinois ou d'autres types de cours en ayant le bruit de fond d'une autre classe, en fait. Okay. Et ça m'éclatait. Ou j'allais à la cafette et je bossais à la cafette. En fait, je séchais les cours, mais j'allais les préparer ailleurs. Ok. Et sauf le chinois où j'allais parce que c'était très très cool. T'étais déjà un être indépendant, en fait. Totalement. Et en fait, je me suis posé sur la licence vraiment en mode, je peux être tranquille, je peux faire ça. Et après au master, je me suis dit tiens, je vais y aller un peu à fond, quoi. Ok.
Et c'est pas passé comme je voulais. C'est à ce moment-là où tu décides de plaquer, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, le master, je me suis dit, bon, allez, c'est bon, fini les conneries. Ma licence, je l'ai eu. J'avais eu, je crois, la dernière année en L3. C'est là où j'ai eu les meilleures notes de toute ma licence. Donc, c'est pas des notes non plus exceptionnelles, mais sans faire grand-chose. Je crois que j'avais 12-13 sur toutes les matières réunies, sachant qu'il y en a certaines où je faisais vraiment un pass en mode, je m'en fous. Et je me suis dit, bon, la licence 3, si j'étais les mains dans les poches, c'est bon, le master, là, pour moi, c'est sérieux, je vais y aller, et c'est là que on va apprendre les vraies choses. Pour moi, c'était c'était un peu le dur, quoi. Le boss final, quoi. Ouais, c'est ça, et je me suis dit, vidéo. là, c'est bon, t'arrêtes de faire le con, et tu te mets au travail, et t'as 2 ans, et après, t'es sur le marché du travail, et ça va être bien, quoi. Il y a papa qui compte Ouais, sur ouais. Il y a un peu de ça ou pas? Non, il y avait pas de ça. Je pensais pas forcément à ce que voulaient mes parents, mais là pour le coup, j'étais vraiment dans une optique très sérieuse d'apprendre des choses concrètes et de vraiment d'être prêt à bosser, quoi. Et c'était un master LEA qui s'appelait MNI, Management et Négociation Interculturelle, et c'était vendu comme un master qui pouvait faire concurrence aux écoles de commerce à l'époque. Ah. Et vous allez être top sur le marché du travail, ça va être génial, c'est très axé business, marketing, entreprise, entrepreneuriat et tout ça. Et déjà ça commence premier semestre, même tout début de rentrée. Moi j'avais une opportunité pour bosser avec un oncle qui a une entreprise vraiment sur un truc sur un mois où je pouvais gagner bien des sous sur un mois. Et en plus potentiellement je pouvais apprendre des nouvelles choses et les mettre en parallèle avec ce que j'allais apprendre en master. Et j'ai demandé à la directrice des masters, pour le coup, ouais, est-ce que un contrat de travail, ça peut faire office d'un justificatif pour les absences? Et elle m'a regardé, mais outré, en mode, non mais travailler ou faire le master, faut choisir. Et j'étais là, je tombe des nues déjà, je fais, ah ouais, d'accord, ok, donc parce que là en fait je suis en train de vous expliquer que je peux vraiment apprendre des trucs super bien qui vont me permettre de compléter ce que je vais apprendre en master. Ouais. Et là tu te dis bon, alors Mais t'étais à la fac. Ouais, c'était à la fac, c'est ça, c'était à la fac. C'est-à-dire que je sais pas si ça a changé depuis, parce que c'était il y a 10 ans, c'est ça, mais Oui. bah moi je me suis retrouvé dans la même situation. J'avais un job à mi-temps et qui m'amenait vers un CDI, donc j'étais embauché en avril et les mecs m'ont fait repasser un module juste parce que j'avais raté la moitié des cours. Ah ouais, il faut vraiment rentrer dans les cases. Il m'a dit, mais ils m'ont mis 9,5 en plus, vraiment. Et j'étais allé voir le boss en lui disant, mais pourquoi vous me l'avez pas donné? Il m'a dit, bah c'est normal en fait, comme les autres, il y a des autres qui ont repassé alors qu'ils ont fait tous les cours, on peut pas te le donner à toi alors que t'as raté la moitié. J'ai fait, ah, donc c'était vraiment de la merde. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Mais en fait, pour moi, c'est ça qui différencie, tu vois, le système de la fac où effectivement tu viens pour apprendre de façon académique, quoi. Là où j'imagine que l'école de commerce est plus tournée vers ce que tu vas faire après, quoi. Je suis pas sûr quand t'écoutes beaucoup de gens qui ont fait des écoles de commerce que t'apprends beaucoup de choses là-bas. Non, l'école de commerce c'est tourné vers ce que tu vas payer surtout. Il me semble. Exactement. et vers ton réseau, en fait. Oui. C'est ça aussi que t'achètes, quoi. C'est que t'achètes. Ah oui, t'as les contacts, les entreprises. Ouais, exactement. Bah là, c'était pas le cas. Oui. Donc j'ai fait un arrêt maladie à durée indéterminée. Ah ouais. Ah ouais. Je suis allé voir un médecin. Je lui ai dit, écoutez, en gros, j'ai un super truc pour bosser. À la fac, ils font chier. Est-ce que vous pouvez me faire un arrêt? Oh, pas de souci. Monsieur Théo est absent, est en arrêt maladie à partir de peut pas se rendre à la fac. Incroyable. Voilà. Et t'as donné ton arrêt maladie à la directrice de l'UFR en disant voilà. Ouais, grosso modo. Fuck you. Ouais, donc je suis allé bosser un mois avec mon oncle qui a une entreprise qui est liée à tout ce qui est architecture. Il produit des films en polyester et souvent il a bossé énormément avec Jean Nouvel. Par exemple le musée Quai Branly, tout ce qui est Paris donc. Ouais, exactement. Toutes les, il me semble que c'est des films un peu stylisés ou peut-être un peu ambiance forêt. Je sais plus exactement quels sont les chantiers qu'il avait fait, mais grosso modo ça c'est lui. La Tour Akbar à Barcelone, pareil. Tous les films qui sont sur cette tour, c'est son entreprise qui a. Incroyable. Il a fait plein de trucs à travers le monde. Des boîtes qui ont des micro trucs, tu sais, de ultra niche comme ça et qui cartonnent, quoi. C'est vraiment marrant. Ça.
Et du coup, j'ai bossé avec lui, voir tout son process. Enfin, dans la famille, on l'appelle Géo trouve tout, parce que c'est vraiment c'est un inventeur. Ouais, c'est un inventeur. Il a déposé plein de brevets, de machins, même les machines qui lui permettent de faire les films, c'est lui qui les a créés carrément. C'est un gros délire. Donc j'ai bossé un mois avec lui et je suis revenu du coup fleur au fusil comme ça, en mode coucou la fac, je suis de retour. Et là, pareil quoi, je me suis dit mais qu'est-ce que je fous là quoi. Parce que c'était vendu donc comme un master business et en chinois on apprenait des poèmes. Ah. Cherche l'erreur, tu vois. Tu te dis attends, on fait des poèmes alors que normalement on est censé négocier avec des Chinois, donc on va leur réciter des poèmes en fait. Puis pour les gens qui savent pas, la négo culturelle, enfin si j'ai bien compris, hein, j'ai jamais fait, mais la culture de la négo avec les Chinois n'a strictement rien à voir avec notre négo européenne, quoi. Ah non, clairement. Il faut picoler. Ça par contre, ça ils nous ont pas appris ça, tu vois. Ça marche. Oui, ça marche bien. Mais en revanche, si j'ai bien compris, ça prend des plombes et c'est un peu l'objectif, quoi. C'est ça. C'est très complexe et il faut quand même bien maîtriser la langue et je pense pas que ça soit en apprenant des poèmes. Je pense que les poèmes, tu peux commencer à les apprendre une fois que tu as réellement maîtrisé les bases de la langue et du dialecte, on va dire. Et donc, il y avait ça comme exemple. Il y avait un prof de négo aussi. Donc, lui, c'était un intervenant professionnel. Il me semble qu'il était négociant, il vendait des trucs. Si je dis pas de bêtises, c'était des plats à paella et des chaises, des trucs d'extérieur. Enfin bref, on s'en fout de ce qu'il vendait. L'essentiel, c'était qu'il avait une expérience professionnelle. Et je me souviens que, donc lui, c'était le prof de négo qu'on avait pendant 4 heures. On avait 2 heures de cours magistral et 2 heures de travaux en groupe. Et pendant ce cours magistral, à un moment, il parle des types d'objections pendant une négociation. Il y avait 5 ou 6 types d'objections avec des noms un petit peu presque scientifiques. Et puis à la fin du cours, il dit est-ce que vous avez des questions? Et moi je dis ouais, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples d'objections, de types d'objections, chacun des exemples, mais liés à votre expérience. T'es relou toi aussi. Ouais, je suis grave relou. Parce que pareil, je comprenais pas, je lis le truc et je dis bah ouais, mais concrètement ça donne quoi en fait? À quoi ça correspond? Et je lui ai demandé ça et le mec il a bugué en mode bah là comme ça je sais pas, mais demandez-moi la fin des trucs en groupe là, des travaux en groupe. Je suis ok, d'accord. Alors déjà je me dis oula. c'est un petit peu chelou cette histoire. Et donc on fait les travaux en groupe et à la fin du cours le prof commence à se barrer. Je dis excusez-moi monsieur, vous avez des exemples du coup? Il dit non mais envoyez-moi un mail, je vous dirai ça. Il était vraiment sur le point de se barrer, il était déjà presque sorti et je le rattrape, je dis monsieur, j'ai pas votre mail. Est-ce que vous pouvez me le donner? Le oui, mec pas de souci. ne lâche pas le morceau. Ah ouais. Non mais grave. Tu sais, c'est vraiment hop, lui je l'ai harponné, tu vois, et on va voir ce qu'il a dans le bide. Et j'ai envoyé un mail, il n'a jamais répondu. Du coup, je ne suis plus jamais venu à son cours. Et comme je ne suis plus venu, on avait un travail en groupe et moi je me suis fait saquer quoi. Je me suis tapé, je crois, un 4, un truc comme ça. Ouais. Et vraiment, en plus, il me l'a fait comprendre, c'est parce que vous veniez plus. Je dis, ouais, non, mais en même temps, vous répondez pas à mes mails, quoi. Et, et là, je me suis dit, non, mais c'est quoi? Je suis chez les clowns, quoi. Et avec du recul, non, pas forcément, parce que il y a quand même quelques camarades qui ont trouvé des super jobs. Alors c'est marrant parce qu'ils ont tous terminé, bon forcément c'était Bordeaux, mais tous terminé négociants dans des boîtes liées au pinard. Au vin, ouais. Voilà, donc ils ont des super tafs, mais c'est pas ce que moi j'aurais souhaité faire. Bah oui, clairement. Ouais. Enfin, la preuve. Voilà. Et donc là, grosso modo, en fait, je réalise ça, et on arrive en fin de premier semestre. Je vais pour passer les examens, les partiels, et en fait, je commence à ouvrir mes cours de droit, d'économie, et je commence à les lire en mode qu'est-ce que je m'en fous en fait, et je commence à lire les pages comme ça vraiment à l'époque il y avait une série qui s'appelait KLXY, je sais pas si ça te dit un truc. Non. Un espèce de gamin génétiquement modifié, et puis en gros il lisait des livres comme ça et il apprenait tout, tu vois. Oui. Et il faisait c'est une série un peu teen, et pour le coup j'ai commencé à survoler, à lire en diagonale les cours, et j'ai fait mais en fait je m'en bats les couilles. Et j'y suis allé les mains dans les poches, non vraiment. Et je me souviens que éco et droit, je crois que je n'ai jamais autant baratiné sur une copie de ma vie. Je suis arrivé vraiment les mains dans les poches alors que tout le monde avait appris le machin. Ah oui. Et respectivement, je crois que j'avais eu 12 et 13. Ouais. Et quand j'avais vu les notes, j'ai fait mais attends, dans quel master tu arrives vraiment les mains dans les poches en n'étant jamais allé en cours et t'as 12 et 13? Pour moi, ça avait pas de valeur en fait. Cette note-là, c'était vraiment ça n'avait aucun sens. Pour moi, j'aurais dû me prendre un 2 ou un 3. Et donc de ce fait-là, je me suis dit oui, tu les as pas respectés, t'as pas respecté ton propre ton propre master quoi. Ah ouais non, et j'avais des derniers partiels à passer. Je me souviens, je crois que c'était un oral de chinois,
Et j'y étais pas allé parce que je suis parti en vacances avec mes parents. Et ils étaient partis en vacances. À l'époque, ils étaient en restauration pour le coup. Et ils se prenaient toujours les vacances en janvier, grosso modo. Et là, on était parti, il me semble, au Maroc, à Essaouira. Et en fait, je suis pas venu du tout. Et ton daron, comment il l'a pris alors que tu sèches les cours? Et ben justement, en fait, c'était cette époque où il avait un peu fini par l'accepter. Je lui ai dit, écoute, papa, je vais arrêter ce master parce que c'est vraiment naze. Je suis en train de perdre mon temps. Là, je vais passer 2 ans en fait à être chez les clowns, grosso modo, pour au bout de 2 ans aller chercher un job. Autant le chercher maintenant en fait. Autant mettre les mains dans la merde, commencer à galérer maintenant. Ça sera beaucoup plus efficace, quoi. Et lui dit non mais t'es vraiment au bout là, c'est la dernière ligne droite, faut que t'y ailles, c'est important. Ma mère pareil, mais avec peut-être moins d'intensité parce que lui était vraiment il défendait mordicus son histoire des diplômes. Et j'ai dit non mais à votre époque un diplôme avait de la valeur, mais là je vous assure ça n'a plus aucun sens. C'est vraiment tout ce que je peux apprendre moi-même, il n'y a pas de problème, je peux galérer à trouver un travail et il y aura pas de souci en fait. Et grosso modo, j'ai enfin réussi à faire passer la pilule. Ils ont dit bon bah ok d'accord, de toute façon t'es adulte hein. Bah oui. Et j'ai fait une demi-année sabbatique où j'ai quand même bossé chez eux en restauration. Donc je me souviens qu'à cette époque je faisais des allers-retours. On est en 2011 à cette époque, on est en 2011. Et je faisais des allers-retours en fait Bordeaux, Dordogne les week-ends pour bosser en fait les week-ends avec eux parce que c'est les moments où il y avait le plus besoin en service ou en cuisine. Et un moment, je me suis dit, mais Bordeaux, Dordogne, tous les week-ends, je loupe toutes les soirées avec les potes, c'est chiant quoi. Je me suis dit, attends, viens, je trouve un taf sur Bordeaux. Et ah oui, attends, j'ai sauté quelques passages incroyables aussi. Cette demi-année sabbatique aussi, je suis parti 2 fois à Hong Kong, une amie d'amis de mes parents. Businesswoman hongkongaise pour le coup qui était entre la Californie et Hong Kong. Et je me souviens que j'avais passé 2 fois 2 semaines là-bas à la suivre aussi dans ses affaires de business. Et donc ça, c'était des moments très très cool et assez formateurs sur ce milieu de requins aussi. Ouais. Et parce que je me suis retrouvé projeté dans ses contacts à elle et les familles les plus riches de Hong Kong, quoi. Vraiment, des trucs mais démentiels. C'était juste incroyable. Je me suis retrouvé dans des sphères, mais c'est fascinant, mais pas fascinant au sens où c'est ça que je veux. C'est fascinant. Ces aspects humains où au final ils ont beau tout avoir, ils sont fondamentalement comme tout le monde et absolument stressés et ils savent pas où ils vont quoi. Malheureux quoi. Totalement malheureux. Et c'était assez drôle parce que pour le coup on était dans une de ces familles là, ils jouaient au mahjong comme nous on pourrait faire du poker. Et puis il y en a une qui vient s'asseoir après boire le thé. Elle dit en gros ouais bah là j'ai perdu au mahjong, je viens de perdre 10 000 balles quoi. Tu te dis attends, toi t'étais étudiant, tu te dis 10 000 balles c'est beaucoup quand même. Et bon, ils avaient plusieurs jets privés, des yachts, des machins. Et 10 000 balles, c'est une baguette pour eux, quoi. Ah, c'est l'argent du pain, exactement. Et ouais, alors d'ailleurs, qu'est-ce que j'avais bien mangé là-bas, c'était incroyable. Donc j'avais fait deux fois des séjours sur mes finances, d'ailleurs perso à cette époque, parce que comme je bossais à chaque fois chaque été, j'ai pu me payer les billets d'avion. Et sur place après, j'étais nourri, logé, blanchi, trop cool. Et du coup, ça a été des expériences assez chouettes. Même si c'est un milieu de strass et paillettes absolument. Oui, j'allais dire, ça t'a pas donné envie de. Non, mais ça m'a ouvert des opportunités parce que potentiellement, à partir de ce moment-là, je me suis dit, tiens, j'aimerais bien ouvrir un restaurant, faire comme mes parents, tu vois. Et mais par contre, peut-être l'ouvrir à l'étranger, partir en Californie et ouvrir un restaurant français. Bon, je l'ai pas fait parce que j'étais trop jeune et j'avais pas cette rage d'entreprendre, tu vois, que tu peux avoir quand tu lances quelque chose. Et un peu trop bébé pour le coup. Il en faut quand tu ouvres un resto, j'imagine. Ouais, et qui plus est loin. Oui. Aux US et tout quoi. Ouais, voilà. Mais j'avais les contacts, les opportunités pour le coup. Ok. Mais pas encore la niaque d'y aller quoi. Pas encore. Oui, non, j'irai pas là. J'irai pas. Mais quand je dis la niaque d'ouvrir un restaurant, j'aimerais bien un jour ouvrir un restaurant, mais pas pour y bosser, pour plus ouvrir un concept, créer une équipe, créer un menu et faire tourner quelque chose. Mais pas y bosser. Ou alors de manière événementielle, on va dire. C'est pas du tout pareil que de regarder des légumes pousser, hein. Je sais pas si tu... Ouais, mais on va dire que c'est la continuité, peut-être. Parce que c'est peut-être moi qui peux fournir les légumes. Bah, ça, c'est sûr. Voilà. C'est clair. Mais tu vois, cette volonté d'être lié un peu à la nourriture, à la restauration, remonte à bien avant YouTube, en fait. Enfin, bien avant, une année avant. Mais même à tes parents, non? Et même mes parents. Qui t'a filé le... Eh ben, feu ma grand-mère. Ah, ok. Le virus. Feu ma grand-mère. Ouais, le virus, c'est feu ma grand-mère qui était une excellente cuisinière.
Et c'était pas son métier pour le coup. Non, c'était pas son métier, mais elle cuisinait vraiment exceptionnellement bien et toujours des plats riches et généreux. Et c'était fait toujours admirablement bien. Donc j'avais appris quelques premières choses et surtout en fait à force d'observer, il y avait cette appétence en fait, quelques atomes crochus. Ma mère forcément cuisine bien aussi. Mon père se débrouille et on a toujours eu des amis autour qui cuisinaient très très bien. Ok. Un peu de tout en plus. Donc il y a eu, on va dire, cette réelle appétence pour la bouffe. Mais on va en reparler, mais je me demande un petit peu comment tu t'es formé aussi, tu vois, parce que tes plats sont vraiment cool, quoi. Tu taffes, quoi. Bah, j'essaye. T'as fait. Il y a plein de trucs à apprendre. J'aimerais bien que peut-être on fasse un petit saut en avant et qu'on vienne à comment tu te lances sur YouTube, parce que là on est en 2011, tu te lances sur YouTube en 2012, tu vois. Ouais. Comment ça se passe pour toi ? À quel moment tu te dis tiens, c'est vraiment un truc que j'aimerais bien faire, quoi. Parce que là pour l'instant t'as pas du tout parlé de vidéo, de quoi que ce soit. Quoi. Non, clairement. Alors on va commencer par ce qui nous amène réellement à la vidéo, c'est la photo. Ok. La photo, moi j'avais toujours été fasciné par la photo parce que quelques années en arrière encore, je me souviens d'un oncle qui était venu avec un des premiers appareils photo numériques. Et j'avais trouvé ça fascinant parce que c'était encore la péloche et tout à l'époque. Tu développais tes photos chez le photographe. Ça prenait une semaine. Voilà. Et là, il arrive avec un petit réflexe numérique. Et là, tu te dis, putain, mais c'est génial. Et pourtant, c'était pas des résolutions de fou. Et je me souviens d'avoir fait le con avec un cousin à faire des photos, à se déguiser, à faire vraiment les débilos. Et c'était très, 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 très marrant. Et je me suis dit, j'aimerais bien avoir un appareil photo. Et vient le moment où je crois que c'était en 2e année de fac. J'avais une petite tirelire de côté. Et en gros, j'ai pété la tirelire. Et c'est parce que la 2e année de fac, grosso modo, c'était l'année où il y avait énormément de blocus à la fac. Et je me souviens que j'avais pas eu cours pendant 4-5 mois, un truc comme ça. Donc tu vois, la scolarité bien jusqu'au bout. Et en gros, j'avais acheté ce réflexe et j'ai commencé à faire des photos, un peu de tout et n'importe quoi, des autoportraits. J'allais du coup en manif faire des photos de manif, des portraits volés. Je m'amusais un petit peu. Et dès que je partais en vacances avec mes parents, surtout à l'étranger, parce qu'ils se prenaient leurs vacances annuelles, je faisais pareil des portraits, de la street photographie, donc vraiment des portraits volés en voyage. Et c'était vraiment l'exercice que j'aimais faire. Que j'aime toujours, mais comme je voyage un peu moins, j'ai moins l'opportunité de pratiquer. Et en gros, donc je me suis mis énormément à la photo et vient ce moment où il y avait, on est effectivement fin 2011. Il me semble Instagram commençait à arriver. Les gens commencent à faire des photos avec des smartphones. Et je me suis dit, attends, la photo, j'aimerais quand même en vivre, ça pourrait être chouette, mais j'ai pas envie de me farcir des mariages toutes les saisons. Et ça me semble être compliqué de faire autre chose que ça pour vraiment gagner sa vie. Et je me suis dit, non, je vais pas faire ça toute ma vie. On va chercher un step au-dessus, un truc un peu plus complexe, parce que si c'est un peu plus complexe, il y a moins de gens qui le font. Et je me suis dit, en fait, l'étape d'après, c'est la vidéo. Et en fait, à cette époque, j'ai revendu une grosse partie de mon matos photo pour faire l'acquisition de matériel vidéo. À l'époque, c'était un 5D Mark II. Oui. Voilà. Cher. Ouais, cher, mais j'avais déjà des bons boîtiers, j'ai dépensé tous mes sous là-dedans, quoi. Ok. Et des super bons objectifs. J'avais pris que des séries L, de Canon. Enfin voilà, je m'étais fait vraiment plaisir. On est sur une personne intense. Oui, tout à fait, très passionné, qui dépense ses budgets dans voilà les choses qu'elle aime. Et du coup, donc je trade ça et à l'époque, je devais partir avec ma meilleure amie. Le projet, en fait, c'était de partir faire un documentaire à l'étranger, au Bhoutan. Voilà, donc on est grosso modo fin 2011 et on se met ça en tête en mode tiens, vas-y. T'as jamais fait de vidéo de ta vie et tu te dis ouais, voilà. Faisons ça. tu vois un petit peu le délire. Et en gros, c'était vraiment dans les bacs parce que j'avais des contacts pour partir au Bhoutan. Le Bhoutan, c'est un petit peu technique parce que c'est très fermé comme pays. Il n'y a pas de tourisme de masse. En gros, tu dois payer un visa ou c'est via un tour opérateur. Et si je dis pas de bêtises, à l'heure actuelle, on est aux alentours des $150 par jour. Oh. Ouais, donc il faut quand même de la thune pour partir là-bas. Sauf si tu as une invitation de quelqu'un qui est lié à la famille royale. Parce que c'est un royaume. Et j'avais parmi mes contacts des possibilités pour ça, pour rentrer vraiment gratuitement. Mec a des contacts ouais, un petit peu. C'est ça les Asiatiques. Et, c'est donc vrai. Voilà, c'est donc vrai. C'est la mafia. Non, mais c'est parce que je suis d'origine tibétaine. Il y a pas mal de Tibétains aux alentours. Le Bhoutan est très lié aux Tibétains, à la culture tibétaine. Donc forcément, il y a des contacts.
Et des gens qui connaissent des gens. Exactement. et des gens même qui connaissaient le roi et la reine directement. Voilà. Oui. Et donc peut-être un jour je le ferai, mais pour le coup en fait ça s'est pas fait, ce documentaire, parce que c'était l'époque où, comme je te disais, je cherchais un taf à Bordeaux et j'ai postulé pour un taf à l'Apple Store de Bordeaux. Incroyable. Exactement. Et j'ai été pris. Et pour une fois dans ma vie, j'ai été présenté avec deux choix, le choix de la raison et le choix de la créativité et de la déraison, on va dire. Et j'ai choisi la raison, le CDI, et pour rentrer en fait dans cette sécurité. Je me suis dit, bah tiens, je vais sécuriser un CDI, un taf qui est quand même cool. Je vais faire plaisir à papa. Surtout qu'en plus, je me souviens très bien de cette conversation. C'était ce moment où je voulais arrêter le master et on était dans la rue Sainte-Catherine à Bordeaux. On passe devant l'Apple Store qui était déjà ouvert à cette époque et j'ai dit ah putain, moi, j'aimerais bien bosser là. Et puis lui m'avait fait un sermon en mode non mais là personne t'attend là-dedans, genre faut que tu te bouges le cul, faut un diplôme et machin, genre là personne va te prendre, tu vois. Et là voilà papa. Voilà. Qu'est-ce qu'il dit maintenant? Ouais, CDI direct, allez hop. Okay. Bon, c'était un taf de vendeur, hein, somme toute. C'est rien d'absolument incroyable. C'était pas un boulot cadre ou quoi, et c'était un salaire on ne peut plus standard. Mais par contre, ça a été une super école, et c'est là que j'ai appris à monter, à faire de la vidéo. Ah parce qu'en fait, j'avais acheté tout ce matos vidéo sans savoir faire de la vidéo. Mais oui. Exactement. Parce qu'après tout. Et oui. Pourquoi pas? Voilà, parce que je partais au boutant sans avoir aucune compétence, si ce n'est faire des photos. Donc, ce documentaire au boutant ne s'est pas fait, évidemment. Je rentre à l'Apple Store. J'avais ce matériel vidéo qui dormait à la maison. Et je me suis dit, bah merde, c'est un petit peu con quand même, parce que j'ai tout vendu mon matos photo pour faire de la vidéo et je fais pas de vidéo. Donc, on va en faire. Et je me souviens qu'il y avait des avantages employés où on avait des outils de formation gratuits. À l'époque, c'était Mac Pro Vidéo, donc c'est un site en ligne où tu peux te former à du Illustrator, de Photoshop et du Final Cut, donc logiciel de montage vidéo. Et en gros, je me souviens que tous les midis, à la pause, je me prenais un iPad, des écouteurs, je prenais ma gamelle, je bouffais en regardant des tutos de montage vidéo. Ah ouais. Ouais. Déterminé quoi. Bah oui. Et je faisais ça, et puis le soir je revenais, je faisais des tests et j'appliquais, et en gros à cette époque je faisais des vidéos de soirée, donc soirée en boîte, soirée étudiante, où je faisais des after movie, grosso modo after party movie, et qui après c'était fourni, voilà, donc je me faisais la patte, on va dire, en soirée. Et donc ce qui est en plus vraiment les pires conditions pour filmer, quoi, les soirées. Totalement inconscient. Non, mais c'était marrant, tu vois, je sortais, je me souviens que des fois que j'arrivais même rôti au travail, je puais encore l'alcool. Ah oui. Ah, tout bien. Parce que tu picolais en même temps que tu bossais. Ça m'arrivait des fois un petit peu, ouais, ça m'arrivait un petit peu. Et du coup, donc j'apprends en faisant ça. Et vient le moment où, à cette époque, il y avait les premiers podcasteurs sur YouTube. Moi, j'étais à 10 000 lieues de me dire qu'on pouvait gagner sa vie avec ça. Et ce qui avait percuté à l'époque, c'est que je me suis dit, attends, c'est un super moyen de se faire connaître, techniquement parlant, en fait, de montrer ce qu'on sait faire. Pour moi, si je voyais ça, en fait, cet outil comme un CV en ligne. Ouais. Et je me suis dit, mais attends, mais il faut que je fasse pareil, je vais montrer ce que je sais faire en tournage, en montage, en vidéo. Et en fait, le but, in fine, c'était de se faire débaucher. C'est-à-dire que je viens à peine d'arriver à l'Apple Store, et déjà, en fait, je me barrais, tu vois. Mais tu voulais pas faire ça? Non, je voulais pas faire ça, mais le taf était cool. Oui. À l'Apple Store, le taf était cool, et j'étais déjà très geek, très passionné, déjà très Mac user à fond. Ouais. Et donc, j'étais à l'aise dans ce milieu-là. Et là, je me suis dit, mais la vidéo, c'est un métier créatif, c'est ce que j'ai envie de faire. Et c'est marrant parce que, tu vois, je repense à un truc d'un coup, c'est qu'à cette époque, j'étais à l'Apple Store, et c'était bien après, hein, quand j'avais commencé la vidéo sur YouTube. Et en fait, je me suis dit, non, mais moi j'ai pas envie qu'on me dise, genre, ah ouais, c'est le vendeur de l'Apple Store ou machin. Tu sais, d'être défini par, entre guillemets, un métier. J'ai juste envie qu'on dise, c'est Jigme, tu vois. Okay. Que ce soit une palette de plein de choses, de compétences et voilà, plusieurs cordes à mon arc, etc. Je voulais pas rentrer dans une case, en fait. Plus ça, de manière. Moi, j'ai un peu l'impression que c'est la ligne édito du gars, quoi. Tu ouais, grave. Il tient pas en place. Tiens, tu vas faire plein de choses. Aller planter des trucs. Ouais, des trucs improbables. Parce que j'ai envie. Voilà, exactement. Et en fait, vient ce moment où voilà, je me dis c'est un super CV en ligne, j'ai envie de faire ça, me faire débaucher, et c'est là que je mets les choses en place
après le travail pour tourner ma toute première vidéo, quoi. Mais donc tu voulais devenir salarié d'une boîte de prod, c'est ça, ou un truc comme ça? Voilà. Mais ça c'était avant de me dire j'ai envie j'ai pas envie que d'être dans une case, j'ai envie d'être moi, d'être Jigme, quoi. Okay. Et là, à la base, c'était vraiment le but, c'était se faire débaucher. Mais sans trop d'idées, tu sais, c'est un fantasme vague au loin. Tu te dis, tiens, si je bossais ailleurs, quoi. Et si je faisais un truc où je fais de la créa, où c'est pas, tu vends pas des iPhones ou des iPads à longueur de journée, en étant tout le temps sous des métriques de vente, de garantie et de formation à l'époque. Et faire un truc où chaque prestation en fait va changer, ne serait-ce que sur la forme. Ouais. En audiovisuel, c'est un peu le cas. Sauf si tu fais du mariage. Mais... oui. Enfin non, encore tu peux faire innover. plein de trucs créatifs avec le mariage. Hein. C'est vrai. Mais alors, à quel moment tu te dis, est-ce que tu as un déclic, tu vois, pour te dire, ok, en fait, je vais sortir cette première vidéo sur les clichés sur les asiatiques. C'était vraiment un coup de tête. Okay. C'est vraiment, je me suis dit, tiens, vas-y, je vais faire un truc. Tant qu'à faire, autant en faire un truc drôle, faire un exercice qui soit fun à faire. Parce qu'il y a quand même un exercice d'écriture, de tournage, de montage. Enfin, tu connais. Ah oui. Et je me suis dit, bah tiens, c'est challenge, quoi. Il y a un petit côté, côté fun, un peu excitant. Et donc, je l'ai fait. La première vidéo a pas trop marché, quand bien même elle avait bien marché à cette époque, parce que j'avais déjà une page Facebook de photos. Et il y avait des gens qui me suivaient, les amis d'amis, famille. C'était un petit cercle, je devais avoir peut-être 2000 personnes, un truc comme ça. Donc, ce qui est pour moi déjà énorme. C'est beaucoup, hein. Oui, c'était déjà beaucoup. Je publiais toutes mes photos, en fait. Je m'amusais à faire des 4:1 en anglais et en français associés aux photos. Vraiment, rien à voir, tu vois, juste pour le fun. Et je me souviens qu'à cette époque, j'avais créé une nouvelle page. La première page s'appelait genre Jigme's Photography. Donc, c'était vraiment, je publiais que de la photo. Et j'ai fait la promo d'une nouvelle page qui s'appelait Les clichés de Jigme. Et les gens, forcément, se sont dit, oh, bah, c'est une nouvelle page photo, quoi. Oui. C'est un cliché, une photo, enfin bref. C'est faux. Et c'est là que j'ai sorti la première vidéo et ça avait plutôt bien marché. C'était le nom de ta chaîne YouTube au départ. Hein. C'est exactement ça, c'est le nom de la chaîne YouTube. Et je voulais un truc où il y ait mon prénom, où il y ait la thématique, les clichés, les stéréotypes, et que ce soit un petit clin d'œil aussi à la photo aussi. Donc ça tombait pile poil. Donc tu te lances comme ça? Ouais, de nulle part. Et puis la première vidéo, bon, ça a marchoté, ça a dû faire, je sais pas, 3000 vues, un truc comme ça, et c'était déjà hyper excitant, c'est un truc de ouf. Et je me suis dit, bah tiens, je fais un bêtisier, puis après je vais faire une autre vidéo qui a rien à voir, et j'ai fait la vidéo sur les racailles. Et pour moi, l'exercice, je vais faire un truc en noir et blanc, et je vais faire un hommage à la haine, tu vois. Et je vais reprendre un peu les codes, et faire un truc fun, et faire vraiment un autre exercice tout autre. C'est passer de la couleur au noir et blanc avec un autre style. Et en fait, j'ai continué. Je me suis dit, bah tiens, on va un peu diversifier le CV, quoi. Il y a un truc génial, je trouve, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas du tout, là où aujourd'hui, en fait, tu te lances sur YouTube pour en faire une carrière, parce qu'en fait, c'est devenu un vrai métier. J'ai l'impression qu'à l'époque, il y avait un peu ce truc de, tu faisais ça pour le fun, il y a plus trop ça maintenant. En tout cas, je vois pas beaucoup de jeunes. Alors sans doute ils le font plutôt sur TikTok maintenant, mais tu vois, qui se lancent en se disant tiens, on va faire un truc marrant et on va juste tester avec des copains, faire des trucs, quoi. Ah oui, non, ça. Il y a plus trop. Hein, il y a plus trop parce que tout le monde sait qu'on peut gagner des sous avec, quoi. On peut gagner beaucoup d'argent. Ouais, beaucoup. Beaucoup. Mais du coup, moi, je ne savais pas qu'on pouvait faire ça, et je crois que j'ai commencé à le réaliser qu'à partir de la 3 ou 4e vidéo. Et là, ça a commencé à faire tilt. Je me dis, ah tiens, on peut gagner des sous avec, quoi. Et donc moi, j'ai continué et grosso modo, en fait, j'ai lâché l'Apple Store fin 2013. Donc je suis rentré début 2012. J'ai quasiment fait 2 ans. Et j'ai quitté l'Apple Store en mode coup de poker all-in. D'ailleurs, tout le monde était en train de, même mes parents d'ailleurs, même mon père qui revient. Tu vas pas lâcher un CDI, non, mais voyons. Quand même, attends. C'est genre tu lâches la sécurité, enfin bref, tu sais pas où tu vas, tu sais pas, même je suis les managers à l'Apple Store, non mais t'es sûr, c'est quand même risqué, tout ça. Je dis non mais c'est pas grave, je suis jeune, si jamais je me vautre, c'est pas grave, je retrouve un taf. Ils ont réussi à pas te faire, ils ont réussi à pas te faire peur, tous ces gens. Ouais, et moi, non, oui, il y a pas aucun problème, et en fait, moi j'avais un truc en tête, c'était que à cette époque, j'étais quand même parmi les meilleurs vendeurs sur l'Apple Store. Et quand je dis meilleur vendeur, c'est au sens où à l'époque on avait des taux d'attachement où on vendait des Apple Care et des one-to-one. Donc c'était d'une part des garanties, d'autre part des formations qui étaient soit dit en passant très chouettes. Et on avait des objectifs
comme ça. Il n'y avait pas de prime derrière, évidemment. Mais par contre, la potentielle prime, c'était de passer sur un statut cadre et d'avoir un bien meilleur salaire. Et à cette époque, j'étais éligible potentiellement avec d'autres personnes. Et dans ma tête, je me suis dit, je vais avoir l'entretien. En fonction de ce qu'ils vont me dire, ça va être déterminant. C'est s'ils me donnent le statut cadre, je continue l'Apple Store et je continue la vidéo en parallèle, tranquille. Parce que là, financièrement, je serais vraiment pépère, quoi. Parce que statut 4, c'était pas la même que petit employé, voilà. Et si par contre ils me le donnent pas, je me barre. Et en gros, là ils ont mis la carotte. Oui, alors parmi toutes les personnes éligibles, on pense que aucune personne n'est encore prête à assumer ce rôle. Par contre, il faut se donner à fond sur le prochain quarter. Voilà, taux d'attachement à fond, vendez. Et là tu te dis ah putain, les salauds. C'était le signal. Ah, c'est le signal. J'ai fait c'est bon, décision prise. Salut. Ok. Donc c'est là que je fais le coup de poker, je pars et je me lance. Ça n'a pas été forcément facile dès le départ, mais finalement la mayonnaise, on va dire, a bien pris. Et c'est là que je me lance pour de vrai, quoi. Incroyable. Et en fait, des années plus tard, tu as 2 millions d'abonnés. En fait, sur ta chaîne principale, j'ai vu, tu as genre 50, 60 vidéos. Tu n'as pas produit beaucoup, en fait, pendant toutes ces années-là. C'est ça. Et c'est quoi pour toi le secret qui fait qu'à un moment donné, tu as réussi... Alors déjà, c'était pas le même YouTube, je crois, mais ça va peut-être être ça l'une des réponses. Tu as réussi à accumuler autant de gens et une telle fanbase sur finalement aussi peu de vidéos, parce qu'aujourd'hui, on te dit il faut que tu produises toutes les semaines pour que l'algorithme, le fameux algorithme, le fameux, te reconnaisse et te file aussi, tu vois, te récompense quelque part. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de chance. À cette époque, il a beaucoup de chance d'être arrivé peut-être au bon moment et au bon endroit au bon moment, avec potentiellement les bonnes personnes aussi, parce qu'il y a toute une émulsion qui s'est créée avec les personnes avec qui on était en production, en coproduction, on faisait des vidéos ensemble. Et on va dire qu'à nouveau la mayonnaise a bien pris, mais je pense que c'est surtout avant tout de la chance, quoi. Parce que en plus l'algorithme était vachement plus permissif. Quand on sortait une vidéo, tout le monde la voyait. Il y avait moins de personnes sur le marché, entre guillemets, donc moins de propositions. Et le catalogue était moins élevé, donc les gens attendaient forcément les vidéos et c'était toujours un événement, on va dire. Donc là maintenant, comme il y a beaucoup de monde sur YouTube, il y a beaucoup plus d'offres. On sait plus trop. Il y a énormément de programmes, énormément de chaînes, donc on sait plus trop où regarder. Et d'autant plus ces algorithmes qui ont été affinés avec le temps. Et ça, on l'avait vu à l'époque où les contenus étaient un peu moins mis en avant et surtout les contenus courts. Parce que il me semble qu'à l'époque, YouTube, tous les contenus qui étaient au-delà de 10 minutes, on pouvait puber avec plein de publicités. Et ces contenus étaient beaucoup plus mis en avant et faisaient beaucoup plus de vues parce qu'ils généraient beaucoup plus d'argent. Déjà, ce qui est logique. Une vidéo de 10 minutes à l'époque, c'était long sur YouTube. Alors qu'aujourd'hui, c'est vraiment la norme. Clairement. Mais à cette époque, je me souviens qu'il y avait plein de gens qui faisaient des vlogs où il se passait pas grand-chose dans le vlog, mais la vidéo faisait 10 minutes et 1 seconde, gros, pour caricaturer. Et ces vidéos étaient vachement mises en avant. Et plus ça allait, et plus c'était compliqué en fait de sortir des vidéos avec plusieurs mois d'intervalle des fois, parce que ça faisait de moins en moins de vues, donc moins en moins de forcément de chiffre d'affaires derrière. Donc c'était de plus en plus compliqué. Et puis même au fur et à mesure, avec toutes les règles, maintenant c'est les règles carrément de langage sur YouTube. Tu peux pas dire putain ou merde. Quoi qu'ils l'ont un petit peu changé, mais quand bien même, je crois qu'ils sont devenus très chiants sur le sujet. Mais pareil, j'ai eu plein de vidéos qui ont été démonétisées au fil du temps où tu dis putain c'est des bâtons dans les roues, quoi. Et je me suis T'as des vidéos démonétisées là à l'heure actuelle, qui tournent encore là? Ah oui, totalement. Ça doit te faire chier, non? Maintenant je m'en fous, mais royal. Ok. Ah, on va dire c'est une vitrine du passé. Mais justement, j'allais te demander qu'est-ce qui fait que tu la laisses en prod comme ça? Parce que ça génère encore un tout petit peu de sous. Pas énorme, mais pour moi ça reste le CV en ligne. On y revient. Ah on y revient. Non, ça reste un truc. Je pense que ça restera peut-être jusqu'au moment où un jour peut-être que je ferai d'autres trucs dessus et peut-être que je les mettrai dans une playlist, tu vois, genre la préhistoire. La préhistoire. Est-ce que on peut parler aussi de ce fameux groupe là qui s'appelait la Whitey Family là? C'est incroyable en fait. J'ai un peu l'impression que vous êtes créé une sorte de groupe de jeunes qui se lançaient en même temps en fait, parce qu'il y avait la première génération, on peut dire effectivement Cyprien, Norman, peut-être Mister V qui est dedans aussi, tu vois. Et vous étiez vraiment dans la deuxième vague en fait. Totalement. 2012, 2013.
Qu'est-ce qui fait à un moment donné que vous êtes retrouvés comme ça? Parce que en plus, vous veniez de plein de milieux différents, etc., quoi. Et ben, les réseaux sociaux, parce que, en fait, on avait sensiblement, on va dire, le même âge, on faisait sensiblement la même chose, au même moment. Donc, forcément, il y a des connexions qui se font. Donc, t'envoies un message à un autre, il y en a un autre qui t'envoie un message, il dit, attends, c'est cool ce que tu fais. Les relations se font. Et je me souviens que la première fois qu'on s'est tous rencontrés, c'était sur une de mes productions, pour le coup. C'était la vidéo sur les homosexuels. Une vidéo qui serait insortable absolument, je pense, aujourd'hui, mais qui à l'époque avait super bien fonctionné, et c'était dans toute la période mariage pour tous, etc., etc. Et je me souviens que j'avais fait un tournage sur Paris, et c'était à l'époque qu'on s'était vraiment tous rencontrés physiquement, la plupart du moins, et que ça avait bien matché. En fait, c'était vraiment sur un tournage de cette vidéo, quoi. On a tourné dans Paris, dans les rues, de machin. C'était très fun. C'était vraiment en plus à l'arrache, hein, parce que c'était le réflexe, la petite perche, vraiment simple. Bah oui. Et vraiment en production indépendante, quoi. Et en fait, Atome Crochu, ça s'est bien fait. On a à cette époque, je me souviens qu'on avait un énorme groupe avec plein d'autres youtubeurs pour rentrer en contact. C'est un groupe Facebook. Et puis je me souviens que nous, on avait le trash talk facile dans ce petit groupe. Et puis on trash talkait, machin. Et puis tout d'un coup, on se rend compte que les autres, ils sont pas aussi cons que nous, en fait. Donc on a fait un autre groupe, un groupe un peu plus privé où on trash talkait un peu plus. Les uns les autres, on se trash talkait les uns les autres, puis les autres qu'on connaissait pas non plus. Enfin, des gamins, vraiment des gamins, cours de récré, bêtes et méchants, quoi. Et pour le coup, en fait, ce groupe n'avait pas forcément de nom. Et je me souviens, c'était à l'époque, c'était avec le Rire Jaune, avec Kevin Tran. Et on réfléchissait à un nom, et lui il avait proposé, attends, c'était quoi? Genre la White Tea Mafia, un truc comme ça, tu vois. Ça sort des trucs qui ont jamais été dit, là. Et moi j'avais dit non, c'est un petit peu agresse quand même, la mafia et tout. Et genre viens, genre family, tu vois, genre en plus tu retrouves un peu mafia, family dedans, enfin bref. Mais c'était beaucoup plus avenant, tu vois. Ouais. C'est une façon sympa de dire mafia à la famille. Voilà. Et donc ça s'est créé comme ça sur un coup de tête, sur un délire, en fait, c'est plus sur un délire. Et je me souviens que c'était même après, c'était Jimmy qui avait fait un logo pareil sur un délire. Et en fait, c'était fait comme ça, hein. C'était vraiment c'était plus un délire entre potes qui faisaient la même chose, quoi. Et vous êtes vachement entraidés, j'ai l'impression. Vous vous êtes aussi fait monter la mayonnaise entre vous, quoi. Ah oui, il y a une vraie entraide. Totalement, parce qu'on se partageait les vidéos les uns les autres. À l'époque, c'était sur YouTube, quand tu mettais un like, qui était une grosse chaîne, le like était visible en public. Ah oui, c'est donc vrai. les gens le voyaient. Ça te boostait tes vues. Un truc de ouf. Maintenant, ça fonctionne plus. Et même les posts communautés, quand tu les fais, ça c'est très peu visible. Ouais. Mais là, à l'époque, ça avait vraiment de la valeur. Donc en gros, on avait cet outil technique qui nous permettait de c'était pas fait dans une volonté genre de on va tout casser, on va se donner des likes les uns les autres. Non, c'est vraiment parce qu'on kiffait plus ou moins ce qu'on faisait les uns les autres, puis on se les partageait comme ça. C'était vraiment entre groupes de potes, quoi. À quel moment intervient la cuisine dans tout ça? Parce que là, les vidéos dont tu parles, c'était plutôt des vidéos humour, entre guillemets. Humour, quoi. Face cam ou alors un peu plus produite, etc. Et il y a un moment donné où tu décides de te lancer dans la cuisine, quoi. C'est en 2016 et la réflexion était en 2015 même. Et je fais une parenthèse d'ailleurs avant ça, c'est que j'avais ouvert une chaîne secondaire en plus à cette époque, où j'avais refait un concept américain d'une chaîne de Jack's Films je crois qu'il tourne encore, ça s'appelle Yai, genre Yesterday I Asked You. Ouais. Et j'avais fait une version édulcorée, version française. Et en fait, parce que c'était à cette époque les fameux MDR, c'est ça? Les fameux MDR, voilà, que tout le monde me réclame encore, je comprends pas pourquoi. Mais il y a des trucs qu'on ne peut pas expliquer. Et parce que sincèrement, c'était pas du grand contenu, hein, pour rester poli. Ouais, mais c'était du contenu communautaire. Ah oui, c'était totalement communautaire et il y avait un côté un peu internet fun, un peu débile, quoi. En gros, pour expliquer, tu posais une question la semaine précédente et tu demandais aux gens de répondre sur Twitter, si je me trompe pas. Même sur YouTube directement dans les commentaires. Ouais. Et en fait, tu venais screener et tu venais jouer les réponses des gens, quoi. Voilà, les réponses que je trouvais cool, marrantes, connes ou voilà. Et en fait, c'était cette époque où l'algorithme commençait déjà un petit peu à changer et qu'il fallait produire du contenu plus souvent. Et puis moi, je me retrouvais sans aucun stress, hein, mais je me dis c'est chiant de produire comme ça non-stop et surtout moi j'ai envie de faire des trucs un peu plus qualitatifs. Et dit le mec qui a fait des MDR. Et en fait vient ce moment où je dis il faudrait que je trouve un contenu qui est facile à produire, qui soit hebdomadaire
et qui me permettent de faire quelque chose de différent en fait, un nouveau bac à sable. Tu sais cette notion de sandbox en anglais, d'expérimentation. Et en fait, j'ai fait ce concept-là pendant un certain temps et ça m'a permis en fait de faire autre chose et d'avoir quand même du contenu qui soit facile à sortir, facile à produire et de pouvoir continuer mes vidéos sur ma chaîne principale tranquillement en fait. Et t'en sortais un peu moins sur la chaîne principale. C'est ça, plus produite, je m'amusais un peu plus et en contrepartie, je faisais du contenu beaucoup moins qualitatif sur cette chaîne secondaire. Et donc ça, c'était, on va dire, ce début de transition. Puis la transition est venue sur la cuisine aussi, parce qu'à cette époque, je me souviens, sur YouTube France, il n'y avait pas de proposition de cuisine qui m'intéressait, parce que moi, j'aimais déjà bien bouffer, cuisiner. Et en France, c'était souvent de la junk food ou de la cuisine. Il y avait rien que je trouvais à mon goût. Ouais. Et étrangement, en Angleterre. C'était quoi tes goûts à l'époque? Et ben, justement, on est bien. Ouais. À cette époque, il y avait, qui est toujours là, Jamie Oliver, chef anglais, qui avait la chaîne et qui a toujours la chaîne FoodTube, je crois. Et la production, elle était super sexy, quoi. C'était coloré. Il était toujours en chemise ou en t-shirt. On est loin de l'image française des médias français liés à la cuisine, où c'est la toque, la veste, où c'est chiant, quoi. Bonjour, alors voilà. Pardon. Non, mais c'est exactement ça. Et pour moi, la cuisine, c'était pas ça et c'est pas ça, en fait. La cuisine du quotidien, c'est censé être simple, ça donne envie, c'est coloré. Et en fait, la proposition en vidéo de Jamie Oliver était totalement là-dedans. Et c'était dynamique, c'était pas relou. Et je me suis dit, mais il faut faire la même chose, quoi. Et c'est comme ça que j'ai basculé dans la cuisine. Mais tu cuisinais déjà ou... oui, je cuisinais déjà, ouais. Mais pour toi, oui, pour moi, oui, pour moi, ouais, pour moi. T'étais du genre à faire des plats, quoi. Ouais. Mais tu dis ça comme si c'était normal, mais désolé, il y a pas beaucoup de mecs. T'avais quel âge à l'époque? 25 ans, tu vois, qui s'intéressent vraiment à la cuisine et dont c'est pas forcément le métier, quoi, tu vois. Bah, je m'y intéressais. J'avais quelques bases. Je faisais de la bonne popote, on va dire, voir quelques plats sympas, mais avec moins d'expérience que maintenant. Moins d'apprentissage aussi, mais je me débrouillais en fait. On va dire je me débrouillais surtout. Ok. Et j'étais à l'aise sur certains trucs, et notamment la cuisine salée, pour sortir un petit plat comme ça rapide, sans trop de prétention, et que c'est un peu de gueule, on va dire. Et t'as pas eu de soucis pour te dire, bah voilà, je me débrouille à faire ma popote, et en fait je vais lancer une chaîne. Non, pas eu de soucis, et surtout t'apprends après sur le tas, et c'est venu notamment après, et encore plus maintenant. Non mais je veux dire, t'aurais pu te dire, ok, je vais me former d'abord, pour faire en sorte... Non, tu t'es dit, let's go. Let's go, ouais. Et en fait, c'est venu bien plus tard, cette formation, on va dire, un peu plus technique, car j'ai eu la chance d'avoir une OP commerciale avec un centre de formation. Et en gros, l'OP était pas cher payé, mais par contre, j'avais la formation à distance gratos. Yes. Et c'était une formation CAP Cuisine. Donc ça, c'est assez récent, hein. Je l'ai passé en candidat libre en 2021. Donc grosso modo, c'est 2020-2021. Un peu à cheval sur les deux. J'étais en auto-formation sur du CAP. Donc j'avais quand même pas mal de bases, parce qu'après il y a quand même en apprentissage, t'as énormément de contenu gratuit sur YouTube, tous les bouquins que j'ai accumulés au fil des années, j'ai une bibliothèque démentielle de bouquins de cuisine, et en gros je me suis auto-formé au fil du temps, quoi. Ok. Donc la cuisine d'il y a 10 ans, c'est plus la même que maintenant, je pense, et ça sera peut-être pas la même encore dans 10 ans. Bah, j'espère pour toi, parce j'espère. que ça vaut la peine d'évoluer. Et ouais, je me demandais à quel point tu t'étais dit, je vais faire des bons petits plats, je vais faire des bons petits plats, mais pas besoin de formation, moi je vais faire des vidéos et basta, quoi. Tu vois. C'est comme pour la vidéo, hein, lancer une fiction, j'ai pas fait d'école. C'est pas vraiment pareil, parce qu'à l'époque t'étais déjà suivi par plein de gens, donc il y a un peu un truc où tu démarrais anonymement en fait, en 2012, quoi. Là, là il y a un moment donné, il y a plein de gens qui vont te regarder. Oui, c'est vrai. Tu étais à l'aise avec le truc? Oh ouais, okay. Très à l'aise avec l'exercice, pas de souci. Confiant, toujours confiant. Okay. Non mais c'est cool, hein. Mais ouais, et c'est surtout que maintenant c'est de la, je me forme toujours, j'ai tellement de trucs à apprendre, et ça m'amuse surtout. J'imagine. La formation, j'aime beaucoup. Donc tu fais ça pendant, tu continues à faire, tu lances ta chaîne YouTube cuisine? Tout à fait, ouais. Tout à fait. Ça pendant on était 3-4 ans, c'est ça, non? 2016, c'est ça, grosso modo 4-5 ans. On était plusieurs sur la chaîne, et après en fait, cette chaîne s'est arrêtée il y a plus de contenu là depuis fin 2021, je crois. Et en fait, c'est ce moment où j'ai basculé sur du contenu vertical. Okay. Vraiment, je me suis dit, en fait, il y a toujours ce moment où
j'ai fait beaucoup de vidéos, par exemple, tu vois, les MDR, j'en ai sorti plus de 100, je crois, un truc comme ça. Et quand bien même, j'ai pas sorti le dernier épisode, ni l'épisode, le fameux 100 que j'aurais dû sortir, l'ultime épisode absolument incroyable, je l'ai jamais fait. J'en ai monté beaucoup. Et pareil, les vidéos de cuisine, il y en a pas mal qui ont été montées par des prods, et j'en ai monté aussi beaucoup. Et il y a un moment, il y a peut-être une lassitude, en fait, de toujours les mêmes protocoles, les machins, toujours la même façon de présenter, et il y a un moment, c'est le bac à sable, tout d'un coup, ça me nuise un peu, tu vois. Et là, je me suis dit, non, mais c'est bon, en fait, la cuisine comme ça, face caméra, ou salut mes petits choux à la crème, aujourd'hui, on va faire la blanquette de veau. En fait, j'ai réalisé que tout le monde le faisait sur Internet, que tu tapes blanquette de veau et t'as une proposition absolument démentielle. Et à nouveau, si tout le monde le fait, c'est qu'il faut plus que je sois là. C'est ça. C'est à ce moment-là où tu te lances sur Twitch? Twitch était un petit peu en amont. Okay. Alors c'est assez marrant parce que Twitch, j'ai dû avoir un petit peu le flair. C'était avant j'avais fini de faire mon setup dans mon appart à l'époque parce que j'étais à Bordeaux. Et c'était juste avant les confinements. Ok. J'avais fini mon setup, on était en janvier ou février. Ah oui. Ouais. Tout était opérationnel. Sur du gros flair. Ouais, gros. Pour les gens qui ne l'ont pas, Twitch, ça a explosé pendant le confinement. Ouais, c'est ça. Parce que tout le monde était sur Twitch et tout le monde regardait Twitch, quoi. Et j'avais surtout senti qu'il fallait que j'ai de quoi bosser vraiment sur place à la maison. Et parce que je suivais de loin tout ce qui se passait en Chine. Je me souviens à l'époque, j'avais des alternants et je les bassinais. Je disais, putain, vous avez vu ce qui se passe en Chine là? Genre, ils emmurent les gens, limite et tout. Et puis, j'étais là en mode, on s'en fout, tu vois. Je dis, regardez, il y a le coronavirus là. Quelle surprise! Boum! Et d'ailleurs, j'avais même acheté, je sais pas combien de masques FFP3 bien en amont de tout le monde. J'avais chopé. Le mec avait un bunker dans Je les ai jamais utilisés. Je les ai même maintenant, je les utilise quand je ponce du bois, tu vois. J'ai des super masques avec des filtres interchangeables, grave. Et du coup, le Twitch, je l'ai lancé à ce moment-là. Mais tu faisais pas de cuisine à l'époque? Si, 2020, 2020, j'en faisais déjà. Tu faisais de la cuisine sur Twitch. Et Twitch, j'ai commencé à ce moment-là sur Twitch vraiment à faire de la cuisine. Et l'exercice, je le trouvais vachement cool. Je le trouve toujours cool, mais j'ai arrêté depuis un certain temps. Pareil, j'ai arrêté fin 2021. La petite histoire en fait sur Twitch, c'est que j'ai toujours, parce que ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé, un setup de barbare, un truc. T'as une vidéo, je la mettrai dans les notes, dans les liens là. Ta vidéo, elle est extraordinaire. Merci. T'as monté un truc, mais c'est une usine à gaz incroyable, quoi. Ouais, en monorégie où je peux tout gérer. J'ai plusieurs genres de caméras, je peux zoomer, machin. Enfin, c'est un gros délire. Pour tout gérer toi-même. Tout seul. Ouais. Alors que t'es en train de cuisiner, quoi. C'est ça. C'est un exercice de schizo un peu parce que tu t'animes, tu cuisines et en même temps tu gères les angles de caméra et le chat. Et mais j'ai fait un setup de ouf. Et en fait, l'idée c'est que je voulais relancer ça, mais avec un setup 2.0 encore plus de ouf. Et pourquoi? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je voulais proposer des trucs encore plus démentiels. Okay. Et il y avait déjà cette idée en fait d'avoir une caméra en extérieur, d'avoir un potager, et puis de en gros commencer le stream en étant dans le potager, en se filmant en live en train de récolter, et après de passer en cuisine et de tout de suite cuisiner. Tu vois un peu le délire. Ouais. Et pour ça, il me fallait des caméras supplémentaires. Et je me souviens qu'à cette époque, fin 2021, il y avait des problèmes d'approvisionnement, micro-composants, etc. J'avais un contact partenaire qui devait me filer des caméras. Et en fait, ils ont mis le haut là sur toutes les dotations influenceurs parce que micro-composants, et ils faisaient que les dotations de nouveaux produits. Mais moi, je voulais des anciens produits. Okay. En gros, ils ont dit non, désolé, en fait, c'est mort. Et sauf qu'il me fallait 2-3 caméras en plus et j'avais pas forcément les sous à mettre dans 2-3 caméras en plus, tu vois. Ouais, j'imagine. Ouais, donc du coup, en fait, le setup 2.0 est resté en instance, il était quasiment prêt. Et là, maintenant, en fait, la prochaine échéance, c'est je vais peut-être prendre une seule caméra au lieu de 3, on va se détendre un peu, rajouter d'autres éléments techniques un peu intéressants. Okay. Et je vais attendre surtout d'avoir la fibre, parce que c'est ce qui me manque à la campagne. Oui, c'est ce que j'allais te dire, c'est que, à mon avis, ça doit être compliqué. Il y a la 4G. La 4G est bien, mais elle a beau être bien, il y a toujours des décos potentiels. C'est pas forcé. C'est très stable de manière globale, mais quand tu streams, il faut une vraie stabilité 100%, quoi. Et la fibre, elle arrive quand alors 2035 Non, commercialisation théoriquement deuxième semestre 2023. Donc ça va. Ah. Théoriquement. Oui. C'est les travaux souvent. Oui. Toujours un peu de retard. Donc, je mise que 2024 théoriquement je serai équipé en fibre. Mais ça serait incroyable de se dire qu'en fait, tu vois, il y a des quartiers de Lille où je vivais avant où il n'y a pas la fibre encore. Ouais.
Ben voilà, toi, tu vois, en Dordogne, au fin fond de la Dordogne, ouais. Bah, en fait, il y a une initiative départementale pour le coup. C'est Dordogne numérique et leur objectif, c'est de fibrer tout le monde ou quasi tout le monde avant 2025. La Donc, classe. ouais, il y a pas mal de budgets qui ont été mis là-dessus et j'ose espérer être fibré bientôt. C'est dingo. Et donc ouais, ça nous amène un petit peu à ta vie d'aujourd'hui en fait, où effectivement, tu t'es lancé, t'as ce setup incroyable, mais tu t'es juste dit non, finalement, je vais juste filmer avec mon téléphone et ça sera beaucoup plus simple. C'est grave, ouais, du tout au tout. Parce qu'aujourd'hui, ta cuisine, elle est donc, c'est un studio, quoi. Ouais. Mais tu l'utilises pas. J'utilise l'éclairage encore. Ouais. L'éclairage est vraiment primordial. Pour le coup, j'ai un super éclairage hyper clean, même pour filmer avec le téléphone. Et donc, ce setup streaming est en instance. Il est opérationnel. Il faut juste que je fasse quelques mises à jour. Dès que j'ai la fibre, à mon avis, c'est relancé. Ça me laisse le temps, on va dire, de réfléchir à d'autres trucs que je peux implémenter, des trucs un peu plus ouf. Ça me donnera l'occasion de faire une vidéo setup 2.0 aussi. Et en fait, vient ce moment où, comme je t'ai dit, je me lassais un peu des contenus horizontaux et de cette présentation face caméra. Il y avait aussi la contrainte de plus forcément avoir d'équipe technique parce que entre temps, je précise, il y a eu déménagement suite au confinement. Oui. Voilà. Donc, Putain, on en a même pas parlé. Ouais, on en a pas parlé. Bien sûr, c'est incroyable ce truc de se dire, tiens, je retourne dans ma Dordogne natale. C'est ça. En fait, avec ma compagne, on était dans un appart, pas à plaindre, hein, mais à 60 mètres carrés, plein Bordeaux. Et bon, pas de jardin, il y avait juste une petite allée bétonnée pour garer une bagnole et là où on pouvait sortir. Et en fait, pendant ce temps, confinement, nous, on est tous les deux de la campagne à la base et elle aussi de Dordogne. Et pour le coup, on voyait nos parents respectifs à la campagne vivre leur best life. Mes parents en train de faire leur potager pépère en plein soleil, tout roule. Et tout d'un coup, tu te dis, attends, mais c'est peut-être ça la vraie vie. Qu'est-ce que je fous là ? Qu'est-ce que je fous là, putain ? Dans du béton, à pas être libre, entre guillemets, alors qu'eux, ils avaient une certaine liberté. Même si il y avait plus cette liberté de travailler exactement comme ils voulaient, mais ils avaient du temps. Ils avaient du temps, ils avaient de la verdure, ils pouvaient faire un potager, s'éclater, bronzer, se dorer la pilule. Il y a un truc cool. Et en fait, à cette époque, on s'est dit, c'était même elle qui a initié, genre, viens, on regarde peut-être les baraques. C'était son idée à la base. En fait, c'était notre idée on habitait dans 2 apparts séparés. Pendant le confinement, on s'est mis dans mon appart et on s'est toujours dit, le jour où on aménage ensemble, on achète une baraque, on prend une grande baraque et on est tranquille. Ah ouais. Ouais, c'était vraiment cette optique. Et en fait, là, l'opportunité se présente. On a commencé à regarder les prix en Dordogne. On s'est fait, ouais, c'est vraiment pas cher par rapport à Bordeaux. Oui. Oui, vraiment pas cher. Et on a commencé à chercher et ça s'est fait relativement vite. On a fait très peu de visites. Les premières visites étaient absolument impossibles parce que c'était dans des lieux, zone blanche au niveau internet. C'était impossible. Il y avait des belles bâtisses pourtant. Et il y a un moment, il y a eu ce coup de cœur sur une baraque qui n'était pas encore sur le marché. C'était la dame qui contact. Ouais, non, c'était une dame qui était dans une agence et qui était en contact avec ma compagne et qui avait dit, bon, je vois à peu près ce que vous voulez, vous savez quoi, j'ai peut-être un truc à vous montrer. On n'a pas encore signé le mandat, mais avec un peu de chance on l'aura. Donc on a visité, ils ont eu le mandat et boum. Et ouais, ça a été long, hein, parce que alors, va expliquer à une banque ce que tu fais, qui plus est à une banque très tradie. Vous êtes youtubeur? Ah mais d'accord, et à un moment ils ont dit non mais vous savez. Et ta chérie, elle a un job salarié entre guillemets ou... Non, elle est en auto-entreprise et le problème c'est que elle faisait déjà un chiffre correct, mais sauf que comme elle était dans sa première année de lancement, il faut 3 ans. Ouais, non mais c'est exactement ça, tu vois. Et en gros ils disent ouais mais non, nous on calcule 50% de votre chiffre d'affaires, donc c'était peanuts quoi. Ouais. Donc elle comptait pour rien et c'est là que tu te dis putain ah ouais faut vraiment rentrer dans les cases et tout. Donc on a été aidé par un super courtier qui a assuré. Qui a permis de faire rentrer dans les cases correctement. Et parce que tu as 10 ans d'activité, quoi, tu vois. Ça prouve que ton modèle, il est pérenne, quoi. C'est ça. Mais quand bien même, je me souviens, alors, et peut-être je sais pas s'il écoutera cette interview, mais je me souviens qu'à l'époque, il avait quand même dit, non, mais vous savez, bon, voilà, YouTube, on ne sait pas ce que sera dans 10 ans. Il a pas tort, mais en même temps, tu te dis, attends, c'est Google, quoi. C'est pas la banque, quoi. C'est pas la banque. Souvenez-vous de MySpace. Oui, non, mais totalement. Mais ce qui est terrible, c'est que par rapport aux différents bilans qui avaient été présentés, il avait dit non, mais voilà, là, vous auriez été artisan, on vous le donnait le prêt.
Incroyable. Et là, tu te dis, ah putain, ah oui, d'accord, ok. Et... Incroyable. Mais comme vous avez un métier, voilà, bon, on n'a pas l'habitude. Oh là là. Et finalement, c'est passé. On a eu de la chance et là, je remercie le ciel quiconque et la chance surtout d'avoir eu ce prêt parce que on a pu emménager là. Et donc pour le coup, je sais plus où on était exactement, mais cette production change un peu et je réalise que moi j'ai envie de faire d'autres choses. Je continue un peu quelques mois après cet emménagement à faire ces vidéos-là et en 16/9 classique YouTube, etc. À la papa quoi, limite. Hein. Voilà. Comme et, Steven Spielberg. Voilà. Et je me dis, en fait, ça commence à être redondant. J'ai envie de faire autre chose. Et il y a un moment où j'ai une illumination, je suis dans mon jardin en train de délaguer et de nettoyer sous des noyers et je me suis dit non mais en fait j'ai plus envie, à ce moment je bossais avec une prod parisienne de loin et je me suis dit non mais j'ai plus envie de dépendre de personne là, j'ai envie d'être libre, d'être chez moi, pas qu'on m'emmerde et de faire ce que je veux en production, et en gros j'ai arrêté de bosser avec cette prod après de longues années de super travail. Et je suis pas sûr que ça a été très bien pris ni bien compris. Ouais. Et ce qui est normal hein. Bah oui. Et je me suis dit non, je vais être re-indépendant, faire ce que je veux et faire le maximum du possible pour être le plus libre possible. Ça devient d'où cette envie de liberté là? D'avoir été dehors et d'avoir le temps. Ah, à ce point? Ouais. T'es convaincu? Ouais. C'est ça? Convaincu, ouais, convaincu. Ça t'a ouvert les chakras ou? Non mais limite quoi, tu vois? Je dirais pas ouvrir les chakras, mais il y a une sorte de fascination pour le vivant qui s'est installée et qui encore plus cette année, là maintenant 2023, quand tu fais pousser des trucs et que tu vois toute l'énergie déployée juste par une petite graine pour te produire autant d'abondance en fin de course, c'est juste incroyable. Le vivant, le microscopique est incroyable. Et donc là, je suis totalement matrixé par ça en ce moment. Par le vivant? Par le vivant, par la microbiologie des sols, par voilà, tu vois, faire pousser des choses, le cycle des plantes. Mais c'est pareil, ça. D'où t'apprends tout ça? Je m'auto-forme. Tout. Ouais. Il y a quand je me suis lancé dans tout ce qui était potager, je me suis juste j'ai suivi une formation chez une dame qui s'appelle Anna Littéry en Dordogne qui formait sur bonjour madame, qui formait sur une technique en particulier d'agroforesterie syntropique. Donc c'est une technique de culture un peu particulière et j'ai suivi ça d'ailleurs avec ma mère, on l'a fait en même temps. Elle m'a dit il y a une super formation, j'aimerais bien la suivre, t'as dit fais-le. Je lui ai dit bah tu sais quoi maman, on va le faire ensemble. Donc on a suivi ça, c'était 4-5 jours et c'est là en fait qu'il y a eu on va dire contamination à nouveau. Ouais. Et que cette formation m'a on va dire ouvert la bonne fenêtre pour aller après plonger dans un univers absolument incroyable. Et t'as pas eu de personnes, je sais pas si t'as vu ce film qui s'appelle The Biggest Little Farm? Non, j'ai pas vu. Tu vois ce que c'est ou pas? Pas du tout. Tu vas imploser devant, je crois. Okay. Vraiment. Ok. C'est vraiment. Alors, si les gens qui nous écoutaient, regardez si vraiment d'une manière générale, les belles histoires, ça vous intéresse. En fait, ils sont aux US et ils racontent l'histoire de leur ferme totalement auto-alimentée, si tu veux, sur 7 ans. Donc, le mec est réalisateur de documentaires animaliers, donc autant te dire que c'est magnifique. Okay. Et il raconte comment ils ont petit à petit monter cette ferme alors que à la base ils arrivent dans un endroit où le sol il est explosé complètement. Enfin c'est terrible vraiment quand ils arrivent et ils se font aider justement par un mec tu vois qui leur file un peu une ligne. Je vous spoil pas l'histoire mais en fait en plus il se passe des trucs, forcément ça se passe pas comme tu voudrais et je trouve que tu vois par rapport à cette histoire du vivant en fait le mec a vraiment une ligne édito où il dit en fait je passe mon temps à régler des problèmes qui amènent d'autres problèmes. Et en fait, j'ai juste qu'à regarder ce qui se passe et en fait à trouver la solution parce qu'en fait tout est dans la nature quoi. Totalement. Donc écoute vraiment si tu as l'occasion de regarder ce film, je crois vraiment tu vas imploser parce que c'est ouais, 7 piges de travail où ils expliquent vraiment, ils passent par tous les problèmes possibles et imaginables etc. Je regarderai avec grand intérêt. Et c'est super beau. Voilà. Okay. Donc tu vois, je me disais forcément t'as dû regarder quoi. Et je te disais ça parce que en fait à la base ils sont vraiment aidés par un consultant qui vient leur filer un peu une ligne directrice quoi. Toi t'as juste tu t'es dit ok je vais. Ouais en fait comme d'hab j'ai fouillé, j'ai digué. En fait quand il y a un sujet qui m'intéresse, je cherche toutes les solutions possibles et inimaginables pour apprendre, voir qu'est-ce qui se fait pas forcément, quels sont les trucs que les gens ne connaissent pas encore, qu'est-ce qui est un peu novateur.
les dernières études scientifiques. Il y a beaucoup de choses en fait qui sont profondément intéressantes. Quels sont les ouvrages, notamment les ouvrages anglophones, parce qu'il y a beaucoup plus de littérature, on va dire, sur ces sujets. Mais où tu trouves ça? Tu cherches je cherche. Par sérendipité, c'est ça? Ouais. Je suis sur Internet et je cherche des infos, je regarde une vidéo qui donne une info et je remonte un fil, en fait, on va dire, au fur et à mesure. Je fais mon petit détective, entre guillemets, donc j'apprends des trucs au fur et à mesure sur les premières bases qui ont été quand même facilitées par cet apprentissage lors de cette formation. Il y a, comme je te dis, c'est vraiment une fenêtre en particulier qui a été ouverte et qui a permis de vraiment se lancer dans ce grand bain vert. Incroyable. Tu passes un temps fou dans ton jardin aujourd'hui. Maintenant, ouais. Qu'est-ce qui fait que en fait tu t'es dit ok, j'ai 3,5 hectares et à un moment donné, je vais pas juste avoir un petit morceau de potager, je vais décider de faire. Parce que là t'as semé combien de graines? Je les ai même pas compté, mais pour te donner une idée, alors j'ai pas tout planté parce qu'il y en avait qui étaient prévus pour être donnés. Les pieds de tomates, j'en ai fait 500 quoi. Il y en a une centaine qui ont été donnés et je crois que j'en ai encore 80 à planter là. Et j'ai dû en planter quasiment 400. Hein. Donc t'as planté 400 plants de tomates. Mais pourquoi 400 plants de tomates? J'aime beaucoup les coulis. En fait, l'idée, c'est un peu les challenges débiles. Je me dis, ah ouais, putain, la sauce tomate maison, c'est quand même vachement bon. C'est vraiment, j'ai eu cette réalisation, c'est naze, hein, mais moi, j'aime pas le Bloody Mary. Ouais. J'aime pas ça parce que les jus de tomates, ils sont acides au possible. Je trouve ça pas bon. Enfin, je n'aime pas, on va dire. Et j'avais fait une extraction, j'ai un super extracteur en plus, j'avais fait une extraction de jus de tomate, j'ai goûté ça, j'ai fait ah putain, quel jus incroyable. Et tout d'un coup dans ma tête, j'ai fait un Bloody Mary, mais là j'aime. Si on me sert un Bloody Mary avec ce jus de tomate, mais j'adore. Et en fait, plantons-en 400. Ouais, non, mais c'est à peu près ça, c'est vraiment la démesure. Moi je suis un peu dans cette abondance là déjà de base. Et je me suis dit en fait le challenge débile, c'est surtout d'avoir des sauces tomates à l'année. Parce qu'il y a pas meilleure sauce tomate que celle que tu as préparée maison. C'est du taf en transformation, mais par contre une fois que t'achètes plus de sauce tomate, ça te fait un budget bouffe en moins quoi. Parce que moi, je consomme pas mal de sauce tomate, tu vois. Oui, voilà. J'allais te dire, ma compagne aussi. C'est beaucoup de travail en échange, mais ça a l'air d'aller. Ah ouais, moi je suis ravi de la transfo. Oui, c'est ça. Ah oui, c'est du taf, ouais, c'est grave de taf. Mais je veux dire, tu dépenses tu finis par dépenser du temps plutôt que dépenser de l'argent. Ouais, c'est ça, mais t'as une satisfaction. En fait, ces produits-là, t'as un goût que tu n'as nulle part et c'est le goût de la satisfaction. En plus du vrai goût des produits frais. Comment t'en es venu à te passionner comme ça pour le potager? Pour moi, c'était l'extension naturelle de la cuisine. En fait, quand tu cuisines et que t'aimes cuisiner, il y a un moment, t'aimes forcément cuisiner des produits un peu plus nobles, plus qualitatifs. Et la cuisine que je faisais, il fut un temps, c'était vraiment supermarché ou revendeur, grossiste. Donc, c'est pas des produits absolument incroyables. Et forcément, quand tu approfondis le sujet, tu vas vers des choses un peu plus précises, un peu plus particulières. Et pour moi, c'était vraiment l'extension, en fait. Je me suis dit, tiens, le prochain défi, c'est cuisiner sa propre matière première. Incroyable. Et j'imagine que t'es allé manger chez Alain Passard? Non, malheureusement, j'ai pas fait énormément de gastro. J'en ai fait quelques-uns en Dordogne, mais sur Paris, non. Il est pas sur Paris. Il est sur Paris, pas ça? Il a un resto sur Paris qui s'appelle l'Arpège. J'en parle parce que je sais pas si t'as vu Chef's Table. Oui, bien sûr, oui. J'ai adoré l'épisode sur Alain Passard. Voilà, il a son jardin à lui vers le Mans, je crois. Si je me trompe lui, c'est pas lui qui y bosse, mais. Bien sûr. Et justement, c'est une des réflexions que je me suis faite. C'est tout le monde fait de la cuisine. Sur Internet, il y a beaucoup de gens aussi qui font du potager, mais il y en a très peu qui font les deux et bien de bout en bout. T'as des super chefs qui cuisinent des produits, mais c'est pas eux qui les ont fait, qui les ont cultivés. Ils maîtrisent pas forcément la production du produit. Ils font des choses absolument merveilleuses. Et à contrario aussi, t'as des gens qui font des super produits, mais derrière, c'est cuisiné très simplement en mode popote. Alors, je dis pas que c'est pas bien, mais moi, ma volonté, en fait, c'est d'arriver à maîtriser tout ce processus de A à Z et d'essayer de le faire bien. D'essayer de le faire très bien, d'arriver à sortir quand même une assiette que tu pourrais sortir en restaurant bistronomique, tu vois. J'ai pas la prétention de dire gastro encore, mais c'est mon challenge. Et à côté de ça, t'es capable, alors que t'es au fin fond de la Dordogne, à ramasser des noix avec... Franchement, je kiffe tes vidéos. Et allez regarder les stories aussi de Jigmé parce que je trouve que tes stories sont vraiment super. Tes stories sur Insta, franchement, ça fait partie de mes stories préf. Où tous les matins, tu ouvres
tu ouvres ta fenêtre qui donne là, tu sais, un peu de campagne dans ton téléphone. Mais en fait, ce qui est fou, c'est que tu arrives aussi à caler ça, à caler ce rythme de vie et ce mode de vie avec des OP. Et tu fais des OP qui sont en plus hyper malines avec un ordinateur pour Acer, c'est ça, c'est fou. Ouais, quoi. c'est ça. Bah, en fait, Acer, je crois qu'il voulait sortir un peu de ce côté informatique, aller plus dans du lifestyle, intégrer des produits dans un quotidien quelque part, un truc un peu moins ciblé. Et en fait, ils sont venus te voir. Ouais, c'était sur une première année quand je bossais encore avec l'agence parisienne. Ça s'était bien passé. Je sais même plus quel contenu j'avais produit. Mais je sais que l'année suivante, ils avaient recontacté en mode on avait kiffé bosser avec toi, on rebosse. Et de ce que j'ai compris, c'est que le profil matché, en fait, ils voulaient un truc un peu lifestyle, mais aussi un truc cuisine, un peu nature. Et en fait, je réponds à tous les profils d'un coup. Donc c'est hyper chouette parce que en créa, j'ai quand même carte blanche. Et ils ont toujours kiffé. J'ai l'impression qu'en fait les gens avec qui je suis en interface aiment bien manger aussi, donc ça aide. Oui, tu les attrapes par j'allais dire par le cœur, mais non, par l'estomac. Par l'estomac, ça marche bien ça. Et non, il y a quand même des OP qui sont chouettes, des super partenariats où je peux faire de la super bouffe, m'éclater et mettre en avant des produits absolument improbables. Donc mine de rien, je suis au fin fond de la campagne, mais je suis quand même assez connecté à la vie citadine, j'ai presque envie de dire. Ouais. Et puis tu continues à faire ton boulot d'influenceur finalement. C'est ça. Influenceur avec plein de guillemets quoi. Ouais, avec plein de gros guillemets. ouais, non. Et en plus surtout que c'est très étalé. Je fais pas énormément de production. Moi, en fait, maintenant, je ne respecte plus les dieux algorithmiques. Je ne leur fais plus d'offrandes quotidiennes ou hebdomadaires. Quand bien même si les stories, je fais tous les week-ends. Moi, je publie plus de stories tous les jours. Il fut un temps, j'en publiais ça et là. Oui, c'est vrai. Il y a beaucoup de personnes sur les réseaux qui publient quasiment tous les jours. Et j'ai plus envie de tomber dans ce travers-là, en fait. Pour moi, je prends des contenus au fur et à mesure de la semaine s'il y a des trucs à montrer. Et puis, je raconte une histoire, en fait, le week-end, un jour par semaine, voire deux des fois, s'il y a vraiment beaucoup d'histoires à raconter. Ouais. Mais pour moi, c'est plus un rendez-vous à créer et respecter ce concept de story, d'histoire à raconter. Donc, en fait, on a l'impression que c'est une journée que je monte, mais c'est un condensé de la semaine. Et ça te flingue pas tes stats? C'est-à-dire que globalement, comme tout le monde nous dit, il faut que tu publies tous les jours pour que ça marche. Les stats, en fait, maintenant, j'en ai plus rien à carrer. Mais plus rien à... Je suis content quand une vidéo performe, par exemple. Je suis très content, surtout sur TikTok, parce que c'est rémunérateur. Ouais. Mais tu veux dire que TikTok paye Oui, maintenant, il y a un fonds créateur où c'est très bien payé. C'est mieux payé que YouTube, même. Mais depuis qu'ils ont mis ce fonds en place, les vidéos potentiellement explosent un petit peu moins, ce qui est logique, parce qu'ils lâchent du blé. Ouais. Et donc en gros, c'est là que je me dis ouais, c'est cool, elle a bien performé parce que je sais que derrière je vais faire un chiffre d'affaires et c'est chouette quand même de voir ça. Mais fondamentalement, je fais plus de vidéos pour les vues, sinon je ferais totalement autre chose. Je ferais pas le même genre de cuisine. Si je voulais faire des vues, pardon. Je ferais un autre style de cuisine. Mais là, je prends mon temps et je me ferais des pizzas et des burgers et de la junk food. Voilà, exactement. Ouais. Mais quand bien même je la fais, tu vois, junk food, j'aime bien la faire, mais avec des produits que j'ai et m'amuser, en fait. Pour moi, il faut que ça reste le challenge et surtout le plaisir. Le plaisir de montrer un produit un peu exceptionnel et une manière de le transformer un peu cool. Alors, je sais qu'en hiver, il y a moins de trucs à montrer, donc forcément, je produis moins. Mais là, en ce moment, j'ai un autre petit challenge, c'est qu'en fait, je fais énormément de captations. Ouais. Et je cumule du rush, et je sais c'est des vidéos qui vont sortir fin d'année, tu vois, parce que des fois, on s'étire dans le temps. Par exemple, là, j'ai fait un garde-manger à l'intérieur de la maison, rien à voir avec la cuisine, mais je bricole un peu. Et j'ai commencé à filmer ce processus. On vous rappelle que c'est une personne intense. Ouais, quand il dit je bricole un peu, à mon avis, quand il dit mon garde-manger, c'est pas... J'ai fait des étagères un peu vénères et en plus, j'ai prévu une chambre de pouces pour les semis de l'année prochaine avec des éclairages LED automatisés HomeKit. Donc voilà. Ouais, je suis parti sur les délires un petit peu geek encore. Et pour pouvoir anticiper certaines pousses l'année prochaine pour éviter de commencer forcément dans serre froide un peu tardivement et commencer certaines cultures vraiment de manière précoce. Et donc il y a ça qui est prévu. Voilà, ouais. Et comme j'ai rien fait pousser dedans encore, j'ai rien filmé, donc j'ai pas de captation sur ça. Donc pour moi, j'ai pas de vidéo encore à montrer. Je pourrais dire j'ai fait une demi-étagère machin, mais je trouve pas ça intéressant. J'attends d'avoir le processus complet. Donc c'est une vidéo qui sortira peut-être l'année prochaine quand j'aurai stocké tous les pots, par exemple, de les conserves de tomates ou de lactofermentation de cet été, et j'aurai un truc à montrer. Donc il y a des vidéos qui s'étirent un peu dans le temps, donc j'en publie un peu moins, mais je sais qu'il y a un moment où j'en aurai plein à sortir, en fait, parce que j'aurai plein de trucs à montrer.
Et là, je produis enfin. Incroyable. Je suis en culture. J'imagine que ton chiffre d'affaires par rapport à 2019 a baissé. Ah oui, totalement. Mais ton rythme de vie aussi, enfin C'est beaucoup plus qualitatif. J'ai moins de dépenses aussi parce que forcément je suis au fin fond de la campagne, je vais moins au restaurant et comme avec ma compagne on est devenu chiant sur la bouffe. Voilà, très. Vous arrivez plus à aller dans des restos qui sont pas quali. C'est ça. C'est souvent déception et tu te dis putain j'ai payé quand même cher pour un truc qui est vraiment pas ouf quoi. C'est meilleur à la maison et quand tu te dis ça c'est chiant quoi. Et du coup il y a moins de frais, c'est la campagne en termes de dépenses. Voilà, c'est un rythme de vie beaucoup plus tranquille et concrètement en fait j'ai moins de besoins. J'ai beaucoup moins de besoins. Moi juste le besoin c'est de sortir en journée et de faire mes trucs dans mon potager quoi. Ouais. Commencer à aménager l'espace. C'est incroyable parce que moi j'ai l'impression que, et pour plein de gens je crois que c'est le cas aussi, ma trentaine c'était un peu le moment où justement il fallait cartonner, accumuler, machin, tout ça, et que j'arrive à 40 ans, je me dis c'était de la connerie tout ça, n'importe quoi, pourquoi j'ai fait tout ça? Alors je sais pourquoi je l'ai fait, mais j'ai l'impression que toi t'as sauté une dizaine quoi, t'es déjà là-dedans. T'as bien résumé, j'ai sauté une dizaine parce que ce truc de revenir à la campagne, d'avoir une baraque, pour moi je le visualisais à 40, 50 ans, tu vois. Je dis ouais c'est là qu'on va être tranquille, on va prendre une baraque et tout, et en fait le confinement a été vraiment l'accélérateur, le catalyseur de tout ça. Et maintenant que j'y suis dans cette campagne avec ce rythme de vie un peu plus cool, je me dis putain mais c'est ça la vraie vie quoi. Après j'ai énormément de chance parce que j'ai ça j'en suis très conscient. J'ai un métier qui est numérique, je peux bosser depuis chez moi. J'ai un métier où financièrement ça va, je fais tourner la boîte. Après, à titre perso, je dépense pas des milliers et des cents. On a deux vieilles carrioles, des vieilles caisses, vraiment des trucs collector. Dis-toi, c'est une Clio avec Thalia symbole. C'est des Clio avec un coffre. Ah oui. Tu ne vois que sur les marchés nord-africains de l'Est et c'est vraiment c'est un vieux taco quoi. Ah oui, ok. Ouais, et puis le camion, c'est un pote pareil qui m'a filé un vieux camion qui est très pratique pour transporter du crottin, du foin, du machin, vraiment parfait. Mais en termes de besoins, c'est beaucoup plus simple, sans pour autant être dans la frustration ni la limitation quelque part, pas du tout, bien au contraire. Et plus ça va et plus je réalise que ouais, j'ai énormément de chance parce que je peux profiter de cette abondance produite par ce qui est sur le terrain. Et je peux bosser à peu près quand je veux et ça c'est juste top quoi. J'ai pas un boulot 9 to 5 où je dois aller pointer etc. Je m'organise comme je veux. Bah bravo. Merci. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je t'ai pas amené dont t'aurais aimé parler? Bien parlé hein. On a bien surtout parlé, toi. Ouais. Et d'ailleurs faut pas que je tarde parce que j'ai un rendez-vous après tournage. Non, il y a pas vraiment de sujet. Non, si ce n'est Non, on a parlé de tout, hein, parce qu'après moi, c'est en ce moment mes sujets de prédilection, c'est le potager et la bouffe, et c'est ce que je fais. Si les projets à venir, tu vois, peut-être les projets à venir, on n'a peut-être pas parlé de ça. Ouais. Mais c'est l'extension encore, tu sais, on continue. Oui. C'est comme un réseau mycorhizien qui s'étend au fur et à mesure sur différentes zones. Et non, le but à terme, c'est vraiment de diversifier potentiellement les activités. Moi, j'adorerais un jour vendre quelques produits à des restaurateurs pour quelques tables, quelques produits que j'ai pu produire sur le terrain, quelques produits un peu d'exception, ou vendre des produits transformés sur les marchés ou même en ligne, pourquoi pas, ça peut être fun, tu vois. Tiens, d'ailleurs, faut pas que j'oublie, je t'ai amené une confiture. Oh, merci. Je t'ai amené la dernière confiture. Trop bien. Avant que je fasse le plein cet été, là. maison. Merci beaucoup. Confiture de mur, voilà. Quelle joie. J'y pense. Et du coup, non, j'aimerais bien revendre certains produits, potentiellement soit en physique, soit en ligne. Et à terme, quand j'aurai vraiment beaucoup d'années de recul, pourquoi pas aussi faire des formations pour des gens qui veulent se lancer dans ce type de projet. Okay. Ouais, pour moi c'est une manière aussi de diversifier les sources de revenus potentiellement, parce que je sais que les réseaux c'est pas éternel, comme chaque chose dans la vie c'est jamais éternel. Donc faut toujours un peu anticiper, je pense que c'est toujours important cette anticipation. Et c'est surtout en plus comme c'est des sujets qui me passionnent, je serais ravi de partager ça. De faire grandir la secte. Voilà, de faire grandir la secte. Créer une secte même. Hein, ouais, non mais c'est surtout d'accompagner des gens, surtout faciliter en fait un travail d'enracinement en fait sur un terrain, des gens qui arrivent et qui connaissent pas
la campagne forcément, ils savent pas comment on entretient un terrain, qu'est-ce qu'on fait pousser, quand, comment, où, pourquoi. Enfin, je résume très brièvement, mais ça peut être cette fenêtre facilitatrice à nouveau pour d'autres personnes. Et la classe. Voilà, j'aimerais bien faire ça. Bravo Jigmé, franchement. Tu me bluffes. Merci. Merci à toi. Je vous mettrai tous les liens pour aller découvrir ton travail. Merci. Sur les réseaux sociaux, la préhistoire, c'est ça? Sur YouTube. Et quand tu veux, hein, si tu veux passer en Dordogne, voir le travail en vrai et venir manger surtout, n'hésite pas, si le hasard t'y amène. Alors, voire même peut-être pas le hasard. Okay. Merci à toi. Un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Pensez à rejoindre le serveur Discord pour venir commenter avec le reste de ma commu. Je vous trouverai tous les liens dans les notes de cet épisode. Et si mon travail vous plaît, je vous rappelle que vous pouvez m'offrir en échange un peu de sérénité en vous abonnant à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent en vous munissant de votre CB. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode également. Bonne fin de journée et j'espère à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.